Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à vous pour ce moment d'échange autour des murs. Donc la thématique de ce forum Normandie pour la paix. Désolé pour ce départ légèrement retardé, mais nous attendons encore du monde, car ce débat visiblement est populaire, des gens qui interviennent sur un autre atelier. Nous serons donc bientôt rejoints par des lycéens dans un instant. En attendant ça, donc focus est bien sûr le retour, supposé ou pas, en tout cas, à des nationalismes. Pourquoi le monde se referme? C'est en tout cas l'idée première de ce débat. La chute du mur de Berlin permettait d'imaginer un monde différent, plus ouvert, incarné par le modèle du marché européen, une mondialisation qu'on considérait comme bienfaitrice et heureuse, bien sûr, pacifique. Et pourtant, 3 décennies plus tard, le monde semble s'être refermé. Alors, semble ou s'est refermé, on va en parler. Alors, le monde se referme-t-il vraiment? Et si oui, pourquoi? C'est la thématique donc de ce débat. Merci à vous d'être aussi nombreux pour venir y participer. Pour nous accompagner dans notre réflexion, 3 éminents penseurs, observateurs du monde en mouvement, 3 experts qui tentent d'analyser et de décrypter ce monde en mutation et qui doivent, j'imagine, voir revenir les nationalismes avec un peu de circonspection. Je parle des nationalismes qu'on imaginait décrédibilisés, bien sûr. Pour nous accompagner dans notre réflexion, donc Frédéric Ancel, sur ma droite, c'est un plaisir de vous accueillir sur le forum. Vous êtes professeur de géopolitique, consultant en relations internationales, vous êtes essayiste, vous êtes même un serial auteur, on peut le dire. Vous pouvez me reprendre si je me trompe, mais j'ai compté une petite dizaine d'ouvrages à votre actif. Le dernier d'entre eux, Les Voix de la puissance, publié aux éditions Odile Jacob, a reçu le prix du livre géopolitique Quai d'Orsay cette année. Un livre que vous dédicacerez dans quelques minutes après avoir participé à ce débat à la librairie éphémère du forum. Je vous invite à le rejoindre à l'issue de ce débat. Vous êtes aussi le fondateur des rencontres géopolitiques de Trouville, qui ont lieu à quelques kilomètres d'ici, bien sûr, et c'est le week-end prochain. On y reviendra peut-être aussi, sans doute, au cours de ce débat, si le temps le permet. À mes côtés, on va vite s'apercevoir de la qualité de notre plateau. Nicolas Bouzou aussi. Nicolas Bouzou, vous êtes économiste, vous décryptez régulièrement l'actualité économique, ou pas d'ailleurs, pour l'Express européen, LCI, c'est tout. Ouais, c'est déjà pas mal. Vous êtes à la tête des rencontres de l'avenir de Saint-Raphaël qui auront lieu les 18 et 19 novembre, une façon de se projeter vers l'avenir. Et vous aussi, vous êtes essayiste, une quinzaine d'ouvrages à votre actif. Le dernier en date publié cette année, je crois, pour un libéralisme populaire. Les bases sont posées. C'est aux éditions de l'Observatoire et ça fait suite au très remarqué et très commenté La comédie inhumaine, écrit avec la philosophe Julia de Funès. On l'aura compris, vous analysez, vous observez, vous chroniquez. Et là encore, on est très honoré de pouvoir compter sur votre analyse dans ce débat où l'enjeu économique a finalement toute son importance. On va le voir. Lui aussi, il observe, il décrypte, il analyse. Philippe Lecor est spécialiste des questions internationales. Merci à vous de nous avoir rejoints. Vous êtes enseignant, chercheur à Harvard, à l'ESSEC également, j'ai vu cela. Philippe Lecor nous fait l'amitié d'intervenir lui aussi ce samedi avec nous. Il a eu plusieurs vies, Philippe Lecor. Il a été journaliste pour Radio France Internationale, de mémoire. Vous avez été correspondant en Asie pour Le Monde, Le Point, la BBC, j'en oublie peut-être. Dans une autre vie, vous avez été également conseiller pour des affaires internationales et à chaque fois, votre connaissance de la Chine, notamment, mais pas que, on y reviendra aussi, a été recherchée. Vous êtes régulièrement auditionné par le Sénat, l'Assemblée nationale en France, mais aussi par le Congrès américain. Ça nous permettra d'avoir aussi ce point de vue-là. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux ouvrages, une petite dizaine aussi, donc finalement on est en bonne compagnie, en anglais pour la plupart de ceux que j'ai pu consulter, mais on vous doit notamment L'offensive chinoise en Europe chez Fayard, que celui-là j'avais pu lire dans la langue de Molière. On excusera la philosophe Catherine Clément, qui aurait dû être des nôtres, nous accompagner dans notre réflexion, mais qui a dû y renoncer. Voilà pour les présentations et qui nous permettent de comprendre d'où finalement vous parlez, comme me l'avait dit un lycéen lors d'une précédente édition. On rappellera qu'en fin de débat, bien sûr,
comme le permet ce forum, eh bien, il y a des questions-réponses et que c'est ouvert au public. Ça fait tout l'intérêt de ce genre de débat, naturellement. La richesse de ce forum. Alors, au fur et à mesure du débat, eh bien, vous pouvez noter vos questions pour ne pas les oublier, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas surtout à les poser à nos éminents spécialistes. Tout ça sera... On est ensemble pendant une heure et demie, ce qui est long et court à la fois. Donc, tout le monde va essayer d'être concis. Moi, le premier. Alors, je le disais en préambule, la chute du mur de Berlin aurait pu faire croire à l'avènement d'un monde plus ouvert, différent. Mais les murs réapparaissent, le monde se referme-t-il vraiment? Et si oui, pourquoi? Avant de débuter, j'aurais souhaité que chacun d'entre vous y réfléchisse à sa façon, mais je vais replacer le débat dans son contexte. Je vais me tourner vers vous, Frédéric Ancel. Il y a 30 ans, chute du mur, on pense que le modèle, en fait, finalement, c'est celui du marché européen, peut-être, plus ou moins, est celui qui devrait peut-être se développer. Et puis 30 ans après, si quelqu'un se réveille, un hibernatus se réveille 30 ans après, il voit un monde un peu différent. Le Royaume-Uni a quitté l'Union, le nationalisme fait son retour aux portes de l'Union européenne. Et puis, 30 ans après, finalement, le siège de Sarajevo aussi. Il y a eu le siège de Mariupol, il y a eu également tous ces problèmes, ce conflit à nos portes, finalement. Au sein de la même Union européenne, l'Italie s'apprête à voter pour une nationaliste. En France, les nationalistes ont pris une importance certaine dans le débat et à l'Assemblée nationale. En Hongrie, on est désormais loin d'une idée d'Europe sur ce modèle-là. Le nationalisme, finalement, est-ce qu'il n'est pas de retour, et de retour en force, ou est-ce que finalement le retour des frontières, il se fait essentiellement dans la tête? Je suis désolé, la question est longue. Les questions sont très nombreuses. Oui. Elles ne sont pas longues, elles sont très nombreuses, elles sont essentielles. On est au cœur du questionnement, et d'un questionnement vraiment géopolitique. Hibernatus, je ne sais pas ce qu'il penserait. Moi, ce que je vous dis en amont de ce débat, c'est qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. D'abord, quand vous dites, à juste titre, on pensait que, qui on? Les Ouest-Européens? Ouais. Ça fait combien de monde, ça? Ça fait combien de gens dans le monde, ça fait, bon. Alors, ça fait pas mal de pays, évidemment. Il y a pas mal de petits pays en Europe. Non, oui, d'accord. Alors, si un certain nombre d'Américains, et je parle bien sûr sous le contrôle de M. Lecor, Fukuyama, sur lequel on a dit beaucoup de bêtises d'ailleurs. Bon, enfin, globalement, qui a considéré que, dans son fameux bouquin, qui a fait beaucoup de débats, Fin de l'histoire et le dernier homme, qu'a priori, les idéologies étant, et notamment l'idéologie communiste, étant en perte de vitesse, et que l'économie de marché l'ayant emporté, ce serait, on allait vers une évolution en quelque sorte pérenne et même quasiment éternelle, ad vitam aeternam. Non, rien n'est permanent, rien n'est perpétuel. Et l'une de vos questions concerne le retour au front, le retour à la guerre, au conflit. Mais en réalité, le terme de retour, je l'emploie, là, c'est pas vous que je réponds, mais beaucoup de gens considèrent, ou font mine de considérer, ou ont la gentille paresse de considérer que tout à coup la guerre revient alors qu'elle était enterrée depuis très longtemps. Non, non, non et non. La guerre sur le continent africain dans les années 90 et 2000, c'est ce que Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, avait appelé l'enfer sur Terre. Alors nous, ça nous intéresse moins parce que, vous savez, le kilomètre émotion, puis bon, c'est pas du même continent, c'est pas de la même couleur. Non mais soyons honnêtes. Bon, franchement, ce qui se passe en Afrique subsaharienne, dans l'Afrique des Grands Lacs, c'est entre 5 et 6 millions de morts en une décennie. Bien. Donc, c'était pas au Moyen-Âge, hein, c'était il y a une décennie. Donc, si vous voulez, et je vous fais grâce de la guerre de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, il y a 2 ans dans le Caucase. Non, il n'y a rien de nouveau de ce point de vue-là. La guerre n'a jamais quitté, en réalité, le devant potentiel de la scène humaine. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le commerce. Et je pense que là, on va toucher au cœur du débat. Le commerce, malheureusement, me semble-t-il, j'en fais pas ma religion, c'est ce que je crois pouvoir constater. Sur des temps très longs, cher à Fernand Braudel, le commerce n'a jamais définitivement empêché la guerre. En 1913, le Second Reich allemand, la Troisième République française
et le Royaume-Uni font énormément de business et s'enrichissent considérablement au contact des uns et des autres sur toutes les combinaisons possibles. Et on a même 3 économies dont on peut dire a posteriori qu'elles sont relativement interconnectées. Et badaboum, quelques mois plus tard, on prend le risque, alors évidemment personne ne pensait que ça allait se passer, oui d'accord, n'empêche que le risque de tout casser, il a été pris. Et je pourrais vous donner beaucoup d'autres exemples, je vous en fais grâce. Enfin, dernier point, le retour des nationalismes, oui c'est vrai, attention. Moi, quand j'étais à l'époque, pas très assidu d'ailleurs, à Sciences Po, on nous apprenait, on avait une Bible qui était le Bernstein-Milza. Bon, alors donc c'était deux historiens tout à fait remarquables, et on apprenait ce qu'avait été le nationalisme dans les années 30, essentiellement 30-40, bon, avec la dérive cataclysmique des années 40. Bon, moi qui enseigne dans cette vénérable institution maintenant et depuis un bout de temps, je suis obligé de réviser les nouvelles définitions. Le nationalisme italien ne correspond pas au nationalisme flamand, qui ne correspond pas au nationalisme catalan, qui ne correspond pas au Rassemblement national en France, et pas non plus au nationalisme hongrois. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que d'abord, certains nationalismes ne prônent pas nécessairement la fermeture des frontières au point où on l'entendrait, ne cherchent pas à atteindre une espèce d'autarcie comme certains régimes avaient tenté de le faire, ou certains partis politiques dans les années 30 avaient tenté de le promouvoir. D'autre part, vous savez, Max Weber faisait une dichotomie entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. Vous n'avez pas les leviers de pouvoir, vous promettez tout et n'importe quoi. Et vous pouvez parfaitement faire œuvre d'extrémisme. Maintenant, une fois que vous arrivez au pouvoir, vous avez les leviers de pouvoir, vous avez les dossiers, vous avez l'argent ou vous ne l'avez pas. Bon, vous faites en sorte d'être au plus près des réalités et de vos idéaux. Mais enfin, vous basculez en général dans l'éthique de responsabilité. Donc ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y a multiplication, et là tu as tout à fait raison, des phénomènes et des partis qui se veulent nationalistes en Europe et ailleurs, qu'une fois arrivés au pouvoir, ils vont nécessairement mettre en œuvre leur programme. Et enfin, dernier point, la montée du nationalisme, oui, mais je dirais que pour revenir du Soudan et du Darfour en particulier, oui, j'aime pas passer mes vacances avec plein de touristes autour de moi. Là j'étais assez tranquille quand même, hein, globalement. Vous m'avez fait l'amitié de ne pas y être. Donc, si vous voulez, dans ce que vraiment, au cœur de ce que Kofi Annan, naguère, avait appelé l'enfer sur Terre, j'ai vu quoi ? Non pas le retour ou l'arrivée d'un nationalisme soudanais, ça n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de représentation identitaire soudanaise, ou quasiment pas. En revanche, le clanisme, le tribalisme, l'ethnoconfessionnalisme. Et l'ethnoconfessionnalisme, le clanisme et le tribalisme, alors là pour le coup, et je me tais, là pour le coup, ces dernières décennies et notamment ces dernières années, en Afrique subsaharienne, dans le monde arabe, dans une partie de l'Asie du Sud, je ne parle pas de ce que je ne connais pas, c'est-à-dire l'Asie de l'Est et l'Océanie, j'en parlerai pas parce que je ne connais pas, et l'Amérique latine non plus, mais dans les zones que je viens de vous mentionner, alors là, il y a une remontée en force et une instrumentalisation de ces thématiques, hein, claniques, je le répète, hein, claniques, tribales et ou, l'une n'étant malheureusement pas exclusive de l'autre, hein, ethno-confessionnelles, alors là, effectivement, une remontée fulgurante. Et parfois, on n'a pas donc besoin, malheureusement, d'une remontée des nationalistes pour assister à une véritable fermeture et à la volonté d'en découdre avec le voisin. Philippe Lecor, il vous a laissé quand même un moyen de réagir. Il a dit qu'il vous laissait l'Asie. Orientale. Il vous laisse un petit espace. Eh bien, ça tombe bien, parce que... d'ailleurs, entre parenthèses, je voulais juste me permettre de remarquer que « nationalism, why is the world shrinking ?» n'est pas une bonne traduction, parce que « shrinking », ça veut dire le monde se réduit. Et ça ne veut pas dire le monde se referme. Donc, mais c'est une définition intéressante aussi. Est-ce que le monde devient plus petit ou est-ce qu'il devient plus fermé ? 89. Ça peut lancer deux débats du coup. Puisqu'on parle de 89 et du mur de Berlin, moi je me trouvais à Pékin, sur la place Tiananmen, le 4 juin 1989. Et voilà un pays dont on parle maintenant tous les jours, ce qui n'était pas le cas, enfin si au moment de Tiananmen, mais c'était un pays un peu exotique, c'est la Chine. Et il est vrai que cette date a une importance parce qu'elle a correspondu d'abord à un espoir
pour, disons, le monde occidental pendant quelques semaines, de voir la Chine devenir une démocratie à l'occidentale, enfin en tout cas de rejoindre un peu le clan des nations que Frédéric et moi on aime bien. Mais en fait, ça n'a pas du tout été le cas, puisque au contraire, après, disons, une tentative, d'abord il y a eu la sanction, la punition après ce printemps de Pékin. Et puis surtout, petit à petit, il y a eu à la fois une ouverture au commerce. Et en fait, la Chine est devenue... Donc d'un côté, on avait les États-Unis qui étaient le principal initiateur de la mondialisation, telle qu'on l'a connue jusqu'à ces derniers temps. Et puis on avait la Chine qui est devenue le principal bénéficiaire. Donc ces 30 ans, ils n'ont pas correspondu... Alors il y a eu la chute du mur de Berlin, ils n'ont pas correspondu à l'ouverture de la Chine, l'ouverture politique, mais en revanche, ils ont fait de la Chine cette puissance économique qui lui a permis de devenir une puissance géopolitique. Et aujourd'hui, on est à quelques semaines à la fois du 20e congrès du Parti communiste chinois et des midterm elections aux États-Unis. Donc c'est intéressant de mettre en parallèle les nationalismes de ces deux pays qui sont finalement, on est là, Européens, à regarder finalement d'un côté un pays qui a quand même élu Donald Trump qu'il a eu comme président pendant 4 ans, ce qui a donné lieu à quand même beaucoup de bouleversements à l'intérieur, dans le monde. Il lui-même a provoqué un certain nombre de ces bouleversements. Et puis parallèlement, est-ce qu'il n'a pas provoqué une petite mort du multilatéralisme justement, et un retour d'une forme de repli? Alors, il a en tout cas, d'abord, il a mis le doigt sur une chose à laquelle je faisais allusion. C'est la question du commerce, c'est-à-dire qu'il a commencé par lancer une guerre commerciale. Parce que, en fait, Donald Trump est quelqu'un d'assez simple qui raisonne en termes de commerce. C'est-à-dire qu'il y a un déficit commercial au profit de la Chine, donc il faut punir la Chine. Malheureusement, la mondialisation, c'est pas comme ça que ça fonctionne, puisque un grand nombre d'entreprises américaines, elles-mêmes mondialisées, continuent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, à utiliser la Chine, les usines chinoises, y compris les iPhones, etc. Et donc on voit bien d'ailleurs les difficultés d'approvisionnement qu'on a aujourd'hui, etc. Donc le commerce n'a pas répondu à toutes les questions. Au contraire, il a d'une certaine manière contribué à la polarisation, on peut dire, puisque, comme on le disait ce matin à la table ronde très intéressante sur les jeunes et le numérique, enfin, Benoît Thielin qui parlait de ça, l'Internet chinois, par exemple, il est totalement fermé. Donc le commerce, ça fonctionne, les Chinois exportent, etc., mais le contrôle de l'État chinois sur l'Internet accroît cette polarisation. J'emploie ce mot de polarisation qui n'est pas tellement français, mais qui reflète assez bien le concept de la multipolarité que Chirac, parmi d'autres, avait pas mal évoqué quand il était président. C'est vrai qu'on est dans un monde où les pôles se sont renforcés. Le pôle américain, le pôle chinois, le pôle russe, le pôle africain. Et il est clair que parmi tous ces pôles, je mets de côté la question de l'Ukraine, dont on a beaucoup parlé dans ce forum et sur laquelle on reviendra peut-être, mais beaucoup de gens, d'autres personnes en ont parlé. Mais je pense qu'en tant qu'Européens, on assiste aujourd'hui à un face-à-face entre deux pôles qui sont un peu dominateurs. Le pôle américain, parce les États-Unis restent le numéro 1 mondial en termes militaires, et a tout un tas d'outils à sa disposition, y compris d'ailleurs le dollar, qui a remonté et qui a été un outil de domination pendant longtemps. Donc la Chine essaie de contrer ce dollar. Et puis cette Chine qui, effectivement, base son pouvoir sur son nationalisme, parce que finalement, tout ce qu'elle fait, que ce soit sur le plan géoéconomique, sur le plan géopolitique, sur le plan militaire, y compris, je dirais, les cyberattaques contre Taïwan qui sont quotidiennes et qui ont précédé, bien entendu, les attaques elles-mêmes et les exercices militaires qu'on a pu voir dans le détroit de Taïwan il y a quelques semaines. La Chine, aujourd'hui, disons, prend ses décisions en fonction de ce que pense son opinion publique,
Donc le mot nationalisme s'adapte particulièrement au Parti communiste chinois, qui pourrait tout aussi bien être le Parti nationaliste chinois, sauf que ce parti, il existe aussi et qu'il est à Taïwan. Il n'est pas au pouvoir, mais il est à Taïwan. Mais en fait, le Parti communiste chinois s'identifie à la Chine. Et d'ailleurs, quiconque a été en Chine sait que le parti tient tout. Le parti tient les universités, les entreprises, les administrations et l'armée populaire de libération, et bien sûr les médias. Donc le nationalisme, c'est la religion chinoise. Nationalisme rouge, on peut dire. Alors je vais me tourner vers Nicolas Bouzou, parce qu'à 2 reprises, on a remis en question une idée que la mondialisation pacifique allait régler tout cela. Et alors sur le nationalisme, on n'est pas forcément d'accord que le nationalisme politique est de retour. Le nationalisme économique, en tout cas, à vous écouter, il est là, et bien là. Ah oui, il y a une montée du nationalisme économique qui est très claire depuis maintenant une dizaine d'années. Moi, je pense quand même que le nationalisme économique et le nationalisme politique vont ensemble en réalité, parce que les gouvernements qui sont des gouvernements nationalistes considèrent souvent l'économie un peu comme un sous-produit, en tout cas comme quelque chose qui doit être mis au service de l'économie. Donc non, on a une montée des nationalismes maintenant. Enfin, je ne vais pas répéter les exemples qui ont été donnés, mais aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Turquie, en Chine, en Russie. Enfin, bon, on peut prendre beaucoup d'exemples. Même d'ailleurs dans un pays comme la France, même si ça n'est pas aujourd'hui, nous ne sommes pas gouvernés par des nationalistes, mais on voit bien que les forces politiques nationalistes jouent un rôle absolument considérable et remportent énormément de suffrages auprès de nos électeurs. Donc, non, je pense qu'il faut quand même réfléchir aux causes de cette montée des nationalismes, et il me semble qu'on peut trouver des causes dans la structure économique, justement, et en particulier dans la mondialisation. Moi, mon interprétation des choses, si vous voulez, j'avais écrit ça déjà il y a plus d'une dizaine d'années, c'est que dans les périodes dans lesquelles on a ce que les économistes appellent un mouvement de destruction créatrice important, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de changements, et ces changements, en fait, ils sont liés à la conjonction de l'innovation et de la mondialisation, qui sont 2 phénomènes qui se renforcent en réalité. L'innovation renforce la mondialisation parce que l'innovation met à disposition des entreprises, des consommateurs, des procédés techniques qui permettent d'acheter des produits, d'échanger des produits loin. Donc l'innovation accentue la mondialisation. Mais en retour, la mondialisation, en augmentant le niveau de concurrence entre les pays, oblige aussi les entreprises à innover. Vous avez aujourd'hui, entre Apple et Xiaomi, par exemple, vous avez un espèce de duopole de très haute technologie, très en concurrence sur les montres. J'ai une montre chinoise, j'ai une montre Xiaomi, bon, voilà, et un iPhone. Donc vous avez une compétition qui est extrêmement forte. Donc ce sont 2 phénomènes qui se renforcent, et donc les interactions entre mondialisation et innovation technologique rendent extrêmement fort ce mouvement de destruction créatrice. Alors, destruction créatrice, ça veut dire, donc vous connaissez tous le terme, hein, ça veut dire que, en fait, l'innovation, c'est pas un long fleuve tranquille. Une économie tirée par l'innovation, c'est une économie dans laquelle on va avoir beaucoup de nouvelles choses, mais en fait, qui vont aussi remplacer énormément d'anciennes choses. Et donc, vous avez des bouleversements un peu partout. Et ce qu'on observe historiquement, et j'en viens vraiment au cœur de notre question, et c'est bien normal au fond, c'est tout à fait logique quand on y réfléchit un peu, c'est que ces grandes périodes de destruction créatrice génèrent une polarisation des idées. Alors j'écoutais, comme toujours évidemment avec passion, Frédéric Ancel, et j'entendais bien que tu ajoutais au nationalisme le clanisme, le tribalisme, etc. Et donc, du coup, en fait, je trouve qu'on retombe complètement sur nos pieds, parce que c'est ce que Karl Popper appelait la société fermée. C'est-à-dire qu'au fond, qui, je pense, j'espère ne pas trahir ta pensée, mais qui chapeaute un peu, au fond, toutes ces idéologies. Et d'ailleurs, Karl Popper, dans La société ouverte et ses ennemis, le montre en prenant par exemple l'exemple des guerres du Péloponnèse. Alors pardonnez-moi pour l'anachronisme, mais qu'on peut considérer comme une espèce de guerre schumpeterienne. C'est-à-dire, au fond, pardonnez-moi s'il y a des historiens dans la salle, je schématise à outrance, mais cette guerre de la société ouverte, Athènes contre la société fermée, Sparte. Et au fond, donc, dans toutes les périodes dans lesquelles on a ces bouleversements, on a cette polarisation des idées, et donc des gens qui font partie de la société ouverte et qui militent pour ça, et donc c'est typiquement les gens
comme moi. Non, mais j'ai qui vont dire la mondialisation, c'est génial, la liberté, c'est super, l'innovation, j'adore, etc. Donc vous avez cette partie. Et puis une autre partie, qui est évidemment tout aussi légitime, qui dit attendez, au fond, tout ça, non, tout ça, c'est très destructeur. Certes, c'est peut-être créateur, mais c'est aussi destructeur d'un certain nombre de choses, et on n'en veut pas. Vous voyez ? Et donc, ce clivage peut aller jusqu'au nationalisme et même jusqu'au conflit entre ces deux parties. Vous voyez ? Donc, au fond, alors pardonnez-moi, j'étais un peu long, mais si on fait cette analyse matérialiste, un peu marxiste, d'une certaine façon, qui va considérer que c'est quand même dans les technologies, dans l'économie, qu'il se passe des choses qui vont avoir des conséquences sur le reste de la société, je trouve que c'est quand même une clé d'interprétation. Alors, je crois que c'est Pierre-Henri Tavoyot, le philosophe, qui avait fait, au moment des attentats du Bataclan, un article que j'avais trouvé absolument remarquable, qui montrait quelque chose que je trouve assez convaincant, qui montrait que, puisque tu voulais élargir à la question des nationalismes, on pourrait peut-être mettre aussi la question religieuse, il montrait que la montée de l'islam radical était particulièrement forte dans les pays musulmans qui se modernisaient beaucoup, comme une réaction en réalité. Et voilà, et donc je trouve que tout ça est très convaincant. Et donc on est bien aujourd'hui dans ce clivage. Alors, quand on s'exprime en public, de mon point de vue, il faut choisir son camp. Donc moi j'ai choisi le mien. Mais je pense qu'il faut quand même être capable, même si on est dans un camp, de bien comprendre ce qui se passe de façon globale et surtout d'apporter, peut-être qu'on y viendra, si on veut, comme moi, lutter contre les nationalismes, apporter des solutions aux gens qui souffrent de l'inverse, c'est-à-dire qui souffrent de la société ouverte. Parce que le discours selon lequel la mondialisation c'est super, l'innovation c'est super, etc., en fait il n'est pas suffisant. C'est évidemment pas ça qui va convaincre les gens qui sont les perdants de la mondialisation, les gens qui sont les perdants de l'innovation. Donc si on veut lutter, et c'est ça la grande difficulté intellectuelle, c'est pas une difficulté philosophique ou morale, c'est pas ça, c'est une vraie difficulté intellectuelle. C'est-à-dire comment on lutte contre les effets négatifs d'un système que l'on pense quand même bon. Vous voyez, c'est ça le sujet. En tout cas, c'est la façon dont je me le représente. Alors, il y a un contre-exemple qui avait été érigé à ces nationalismes, c'était le projet européen, et accompagné d'un marché ouvert, oui. De règles ouvertes. C'est un projet qui peine à exister sur la scène internationale, qui est un peu chahuté à ses frontières et même un peu en interne. Qu'est-ce qui cloche ? Justement, je pense qu'une des difficultés de l'Union européenne, c'est qu'on le fait, mais on a du mal à mettre en place des politiques qui, au fond, vont répondre aux perdants de la mondialisation et aux perdants de l'innovation. Mais parce que nous-mêmes, en Europe, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on n'est pas gagnants. Les gagnants de la mondialisation, ce sont les pays... Alors, c'est avant tout la Chine, très clairement. Quand on regarde les données économiques, c'est... En fait... Je vais être un peu mais quand j'étais étudiant dans les années 90, il y avait une grande association qui s'appelait ATA, qui était très importante et qui en fait était une espèce d'application une ouverture internationale du marxisme, si vous voulez. Et en fait, donc l'idée, c'était de dire la mondialisation, il faut lutter contre parce que c'est l'oppression des riches contre les pauvres et donc ça va rendre les riches encore plus riches et les pauvres encore plus pauvres. Alors, je suis désolé de constater que c'est très exactement l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire que la mondialisation, en réalité, c'est la montée des pauvres et la diminution relative des riches. Alors nous, en Europe, on était dans les riches. Donc du coup, diminution, pas absolue, mais diminution relative du niveau de vie des Européens. Et donc, par rapport à ça, si on ne veut pas que ce soit une politique mercantiliste et nationaliste qui l'emporte, c'est-à-dire, regardez, ce que vous nous avez vendu, ça ne marche pas puisqu'on est en déclin relatif par rapport aux autres. Donc, il faut arrêter. Donc, il faut tout fermer. Réponse, là aussi, pardonnez-moi, je caricature un peu, mais c'est un peu la réponse de Trump. Non, mais Make America Great Again. J'ai toujours trouvé ce slogan extrêmement honnête et intéressant parce que dans le again, il y a quand même bien l'idée d'un retour vers le passé. Il y avait quand même quelque chose de cet ordre-là. Donc il faut revenir au truc d'avant. Et il l'a fait d'ailleurs. Il a mis en place, par exemple, des mesures protectionnistes. Trump est très anti-libre-échange, très anti-mondialisation. Et il a mis en place, notamment par rapport à la Chine, mais aussi par rapport à l'Europe, des mesures protectionnistes. Obama avait commencé. Mais Trump l'a fait de façon extrêmement forte. Et donc, si on ne veut pas tomber là-dedans,
moi, je pourrais essayer de vous montrer, peut-être pas de vous convaincre, mais de montrer que je considère que le protectionnisme, en tout cas de façon générale, n'est pas une bonne réponse aux problèmes qui se posent à nous, mais il faut être capable de mener des politiques d'innovation, de R&D, des politiques industrielles, et des politiques de prise en charge aussi des perdants de la mondialisation, donc l'éducation, etc., la rénovation des États-providence. Et ça, c'est dur à faire, et c'est tellement dur qu'on n'a pas bien réussi à le faire. Je ne perds pas espoir, hein, je pense que c'est tout à fait possible, et en Europe et dans un pays comme la France, c'est absolument à notre portée, donc on peut le faire. Mais on n'a pas réussi à le faire, et donc de ce point de vue-là, bah oui, il y a un échec que la lucidité commande de voir. Ce sentiment de trop, c'est trop, la mondialisation dans l'esprit des gens, qui s'accompagne de ce sentiment finalement de la mondialisation à accompagner la désindustrialisation et la perte de savoir-faire, etc. Est-ce que c'est ça, effectivement, qui provoque ce repli? Et est-ce que ça ne va pas un peu plus loin? Parce que finalement, des pays qui en ont profité, on parle de la Chine, des pays qui ont cherché à en profiter, d'autres en tout cas, ont aussi essayé d'en profiter en alimentant ces thèses-là sur les réseaux sociaux, notamment Frédéric Ancel ou Philippe Lecor. Est-ce que finalement, on n'a pas 2 entrées, voire 3 ou 4 entrées au problème dans ce domaine-là? Je constate surtout, après près d'un quart de siècle de géopolitique, on va dire à haute dose, que la désespérance sociale est toujours l'un des moteurs fondamentaux du nationalisme, ou plus exactement de l'instrumentalisation par des politiques plus ou moins cyniques, ou parfois par de vrais nationalistes fanatiques, du ventre vide, quoi. Hein, si vous voulez, le proverbe, c'est ventre vide n'a point d'oreille. Si, il a des oreilles pour ceux qui pointent facilement, paresseusement le bouc émissaire, à cause duquel tous les malheurs arrivent. Bouc émissaire, ça peut être la mondialisation, ça peut être les francs-maçons, les juifs, les Illuminati, les blancs, les noirs, les verts, les jaunes. Ça, c'est l'un des moteurs fondamentaux du repli sur soi. À partir du moment où on ne parvient pas, alors pour le coup, par exemple, tiens, l'exemple est très très bien trouvé, l'Union européenne ne parvient pas à démontrer, mais dans l'assiette des gens, ne parvient pas à démontrer, peut-être cet hiver, dans les chauffe-eau des gens, ne parvient pas à démontrer sur la feuille de soins et sur la feuille de salaire des gens que ça a apporté un plus, alors la voie est ouverte au discours nationaliste. Et je pense que, et sans être, et je ne le suis absolument pas, mais sans être marxiste, il faut bien constater que, et se méfier toujours de cela, la désespérance sociale est toujours porteuse de malheur. Et je voudrais m'en référer à alors je ne sais pas si c'est un grand économiste, peut-être tu pourras nous le dire, Coluche, mais je voudrais me référer en tout cas au comique Coluche qui, dans un sketch dans les années 70, disait la chose suivante. Il lisait des petites annonces. Il disait, ah bah tiens, il y a une petite annonce qui vient de tomber là dans tel canard, je ne sais plus. Il disait, la France est un pays riche. Et il laissait 3 points de suspension et il ajoutait, ah bah ça va faire plaisir, dis donc, aux pauvres de savoir qu'ils vivent dans un pays riche. Voilà. Mais grand géopolitologue, hein, grand économiste sans doute aussi. Hein. C'est-à-dire que là, on a affaire à un frein, à une limite, à la conviction selon laquelle, de toute façon, la mondialisation, voire même l'Europe, en réalité, c'est positif. Je mets tout de suite une nuance. Je crois que tu as dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas non plus dans l'Europe. Attention, la vocation de l'Union européenne à partir du traité de Rome de 1957, c'est une vocation économique. En aucun cas politique. Économique. Et sur le plan économique, sur le plan normatif, la création des normes, sur le plan industriel, sur le plan financier dans une large mesure, c'est une réussite. L'Union européenne est une réussite. Maintenant, la question est de savoir si oui ou non, nous pouvons, je pense que nous pouvons. Est-ce que nous devons, tu as mis tes convictions sur la table, je vais les mettre aussi, je pense que nous devons basculer dans l'Europe puissance, c'est-à-dire non plus seulement assumer la dimension économique dans une certaine mesure sociale, juridique, financière, normative, industrielle de l'Union européenne, mais dans sa dimension, sans l'abandonner bien sûr, mais en incluant aussi, donc en assumant aussi l'autre dimension de la puissance ou l'autre voie nécessaire à la puissance, c'est-à-dire l'Europe politique.
Alors là, attention, ça c'est notre paire de manches. Et effectivement, là pour l'instant, ah oui, ça coince, alors pour plein de raisons différentes. Il n'est pas impossible que les âneries impérialistes de M. Poutine soient en train de créer l'Europe puissance. Je ne m'étends pas là-dessus, il ne vous aura absolument pas échappé ce qui se passe ces derniers mois. Je constate que sur le plan, alors il y a des forces nationalistes qui sont effectivement soit aux portes du pouvoir, soit qui l'ont été, qui ne le sont plus, qui y reviennent, qui font 40-42% ici, beaucoup un pourcentage très fort ailleurs. Je constate néanmoins que jusqu'à présent, la Hongrie étant un cas à moitié à part, lorsqu'on tape du poing sur la table et qu'on rappelle à M. Orban que le PIB de la Hongrie équivaut à 3,5% du PIB de l'Union européenne et que s'il aime bien vos impôts et les nôtres, c'est-à-dire les fonds structurels, bref, l'argent européen, il faut qu'en échange, en contrepartie, il accepte un certain nombre de règles. Sinon, il ira voir un autre pourvoyeur de richesses. Semi-exception faite de la Hongrie, je constate donc qu'en dépit de ces pans des opinions publiques européennes suivant les sirènes du nationalisme ou de la fermeture, malgré tout, ces derniers mois, on est en train rapidement, efficacement on verra bien, mais rapidement, à peu près tous ensemble, de trouver des solutions en termes, par exemple, de nouveaux circuits d'approvisionnement énergétiques. C'est pas négligeable du tout. Hein. On est en train, et là le Covid a aidé aussi, et la politique ultra agressive de la Chine est en train aussi de pousser, me semble-t-il, d'ajouter à cela, depuis au moins le Covid, on est en train aussi de tenter de nous réapproprier le savoir ou la simple production, parce que je ne suis pas certain que des masques valant quintessentiellement 2 centimes, on ne sache pas les faire. Je crois qu'on sait aussi les faire, hein, ou alors c'est vraiment à désespérer de tout. Merci. Donc on est en train, et je te cède la parole, on est en train de nous réapproprier la possibilité de fabriquer chez nous en Europe, hein, mais pensez du point de vue européen, hein, un certain nombre de choses qui manifestement sont ou seront un jour stratégiques, même ces petits masques à 2 centimes. Donc de ce point de vue-là, malgré tout, je pense que ça fonctionne. L'Union européenne pour l'instant fonctionne quand même pour l'essentiel. On a de toute façon la réponse avec Philippe Lecor, parce que j'imagine que sur certains aspects, notamment la guerre Europe-Chine et le manque d'incarnation, vous avez sans doute une vision... Alors, je voulais réagir à deux, trois choses, justement, puisque Frédéric me tend la perche. Premièrement, sur la notion d'impact du nationalisme, et notamment en Chine. Il y a quand même quelque chose en ce moment qui se passe, assez incroyable. C'est cette politique du zéro Covid, qui est en train de créer un électrochoc de politique intérieure en Chine, d'une manière, je dois dire, assez inattendue. Vous avez peut-être suivi cette histoire d'accident avec 27 morts d'un bus qui convoyait des gens qui allaient se faire tester, un test PCR bien connu de nous tous, et qui sont morts, les malheureux, en allant vers un centre de test. Et ils faisaient partie des centaines de millions de Chinois qui, quasiment tous les jours, se font tester. De toute façon, vous ne pouvez rien faire si vous ne vous faites pas tester tous les 2 jours pour aller faire vos courses, etc. Il y a actuellement, depuis quelques jours, beaucoup de rumeurs qui circulent, et notamment suite à cet accident, qui curieusement, et je parlais tout à l'heure, sans rentrer dans les détails, de la place Tiananmen, qui m'a évidemment énormément marqué, c'était il y a très longtemps, mais qui a montré une Chine qu'on a un peu oubliée, qui est une Chine il n'y a pas eu qu'une révolution en Chine, il y a eu de nombreuses velléités des Chinois de faire entendre leur voix. Ils y parviendront pas de la même façon que les Français ou d'autres, mais ils peuvent très bien y parvenir. Et cette politique, cette espèce d'obsession du contrôle qui est devenue religieuse quasiment de la part du Parti communiste chinois, que je qualifiais de parti nationaliste tout à l'heure, et le fait que finalement cette politique du zéro Covid, elle ne marche pas, c'est-à-dire qu'il y a toujours des foyers à éteindre partout, et finalement ça devient orwellien cette histoire. Il faut absolument que tout le temps, tout le monde se teste, etc. Alors il y a le congrès du parti, il y a autre chose, il y a Xi Jinping qui va à l'étranger, il faut absolument qu'il ait son 3e mandat. Il a changé la constitution pour pouvoir rester le plus longtemps possible président et secrétaire général du parti, etc. Bon. Donc ça, c'est une chose.
Donc, je pense que le nationalisme, pour le coup, ce nationalisme sanitaire, en fait, il est en train de se retourner contre le Parti communiste chinois. Et là, vous parlez aux experts, aux spécialistes de vaccins, justement, j'en citerai pas, mais y compris en France, ils vous disent tous que la seule manière que cette pandémie mondiale s'arrête, c'est que les Chinois passent des accords avec les labos qui font des vaccins qui marchent. Et là, on a un problème, c'est que justement, le parti, ils ne veulent pas de vaccins étrangers. Alors je pense que les labos étrangers, ils sont prêts à aller à Canossa et puis à faire des vaccins qu'ils appelleront Wang ou Chen. Mais pour l'instant, les vaccins qui marchent, on sait ceux qui sont. C'est Pfizer, c'est AstraZeneca, c'est Moderna, etc. Donc ça, c'est la première chose. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a ce congrès du parti, il y a cette obsession du contrôle qui est devenu orwellien, notamment à travers Internet, qui est un monde vraiment à part en Chine, avec des médias sociaux sur lesquels une chape de plomb s'abat en permanence. Mais en même temps, la Chine fait partie de la mondialisation. La Chine qui voit quand même sa croissance baisser. On est à 0,4% au dernier trimestre. Il y a des problèmes terribles. Problème d'immobilier, une crise immobilière, sans parler du problème démographique qui évidemment va poser une vraie difficulté au parti. Donc on a l'impression que cette course contre la montre qui finalement est assez inquiétante parce que ça peut mener justement à des extrémités comme on a pu voir au mois d'août avec ces interventions contre Taïwan qui est une île qui n'est pas imprenable, contrairement à ce qu'on pense. On a bien vu d'ailleurs la façon dont l'armée chinoise s'est déployée, non pas seulement dans le détroit de Taïwan, mais tout autour, et même dans la zone de défense aérienne japonaise. Donc en fait, la grande inquiétude, et là j'en reviens au thème du nationalisme, c'est est-ce que ce nationalisme chinois, justement, avec pour objectif de rester au pouvoir, de faire les 100 ans de la République populaire de Chine, donc c'est 2049, de dépasser les États-Unis, de devenir numéro 1 pour que finalement on lave le siècle d'humiliation qui était essentiellement le 19e siècle, est-ce que tout ça ne va pas nous amener à des drames comme ce qui se passe sur le zéro Covid et comme ce qui pourrait très bien se passer si une intervention armée, et là j'en reviens une fois encore à Tiananmen, je ne pense pas personnellement que ce parti ait intérêt à verser du sang chinois, mais pour rester au pouvoir et pour asseoir encore davantage son pouvoir dans une ambiance où c'est loin d'être la symbiose entre la population chinoise et ses dirigeants, et où il y a même des rumeurs de coup d'État. Alors ça, c'est quand même un peu incroyable, mais depuis quelques jours, tout ça fait qu'on vit effectivement dans une ambiance relativement électrique. Là, on parle de nationalisme particulier. On est en mode nationaliste cocotte minute, j'ai envie de dire, en monde quasi clos. Il y a un grand malentendu finalement peut-être autour de la Chine qu'on a dit en train de s'ouvrir régulièrement dans les années 80. Vous me rappeliez que c'était Deng Xiaoping qui faisait la une de Time Magazine, genre l'homme qui allait changer le monde, plus ou moins, qui allait l'ouvrir totalement. Est-ce que finalement on n'alterne pas entre du stop and go de communication? Est-ce que finalement dans cette course à l'abîme de conserver ce monde tel qu'on l'envisage, on n'est pas en train de scléroser ce monde justement? C'est un lien qu'on peut faire aussi peut-être avec un pays où il y a un drame qui se joue actuellement, avec des gens qui courageusement font front face à un pouvoir central qui a créé une quarantaine d'années un pouvoir central et un État complètement cocotte-minute. Je pense à l'Iran. Est-ce que finalement ce mode de nationalisme-là, ce nationalisme cocotte-minute, finalement, il n'est pas appelé finalement, effectivement, lui, à se désagréger assez rapidement?
Non, je dirais juste encore un mot sur la Chine, et puis après je passerai la parole à mes voisins. Mais c'est vrai que Deng Xiaoping, faisant la une de Time Magazine, non pas une fois, mais 3 fois, dans les années 80, c'était le symbole d'une sorte de rêve américain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il avait pris une photo avec un chapeau, il était allé au Texas, un tout petit homme, un tout petit bonhomme, qui, entre parenthèses, a eu un impact sur la République populaire de Chine, autrement plus important que Xi Jinping, qui est aujourd'hui au pouvoir et qui va sans doute le rester. Et ça, tous les gens qui ont écrit des biographies de Deng Xiaoping vous le confirmeraient. C'est quelqu'un qui, à travers sa politique de la porte ouverte, a vraiment transformé la Chine. Les 30 ans, les 30 glorieuses qui ont vraiment permis à l'économie chinoise d'être aujourd'hui ce qu'elle est. Le problème, c'est que là, on assiste à un retour en arrière qui est aussi la rançon de cette relation que le monde occidental, que les multinationales, que ce soit les Américains qui aujourd'hui, évidemment, crient sur tous les toits que la Chine est en train de leur voler leur place de numéro 1, ce sont eux qui ont alimenté cette usine du monde, cet atelier, cette mondialisation un peu qui est capable de produire, comme disait Frédéric, 1 milliard de masques en un mois, alors que nous, occidentaux, on était là, on n'avait pas de masques, etc. Donc ça, il suffit de parler un petit peu aux entreprises. Il y a peut-être des chefs d'entreprise dans la salle, mais après les débuts de la pandémie en 2020, les gens vous disaient, mais bien sûr je continue à faire produire en Chine, bien sûr je continue à investir en Chine parce que je n'ai pas le choix, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc là, je pense que d'une certaine manière, la pandémie a permis une évolution, mais la Chine est aujourd'hui partout. Il y avait eu, il y a quelques années, une journaliste américaine qui avait écrit un livre, A Year Without Chinese Products, une année sans produits chinois. Avec sa famille, elle avait essayé comme ça de vivre sans produits chinois aux États-Unis. Ben, je peux vous dire, moi j'y ai habité jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est très très difficile. Dans les grands supermarchés américains, tout est fait en Chine. Donc si vous voulez, on est en plein paradoxe. On a deux pays, deux géants qui s'affrontent. Nous, on est là au milieu, on essaye de recoller un peu les morceaux avec Madame von der Leyen, qui le fait d'ailleurs assez brillamment, je dois dire. Et je suis plutôt d'accord avec la vision de Frédéric sur le fait que l'Europe puissance est en train de se réveiller un peu grâce à ces crises. Donc il faut quand même être un petit peu optimiste. Mais la vérité, c'est que on ne peut pas faire de découplage. Voilà, on parle de découplage entre les deux grandes économies. C'est pour l'instant très difficile, également entre l'Europe et la Chine. D'ailleurs, les Européens en parlent beaucoup moins. Je passe la parole. Justement, alors, je vais revenir vers vous, Nicolas Bouzou. Mais Frédéric Ancel, vous êtes le fondateur des rencontres géopolitiques de Trouville. C'est le week-end prochain, c'est pas très loin. Je dis ça pour les Normands qui sont dans la salle. Il sera question des États-Unis forcément. À quelques semaines des midterms, la thématique, c'est comment va l'Amérique. Où va l'Amérique ? Où va l'Amérique ? Alors justement, on parlait beaucoup de nationalisme, on a beaucoup parlé du nationalisme chinois. Je vous voyais acquiescer en écoutant votre voisin qui nous expliquait quand même que ces deux nationalismes se complétaient, se répondaient aussi, que ce soit politiquement ou économiquement. Finalement, c'est un peu un modèle de bascule. On est face aux deux gros blocs. Philippe Lecor a eu la chance de les observer de près finalement dans sa carrière. Est-ce que justement les semaines qui arrivent pour les États-Unis, c'est un moment qui peut servir de point de bascule, peut-être au niveau nationalisme, peut-être au niveau de cette évolution des États-Unis? Alors, 35 intervenants vous répondront. Le samedi et dimanche 1er et 2 octobre. Je précise que leur pensée. Oui, alors je vais essayer, modestement essayer. Je précise, j'en profite pour le dire, et merci de l'amitié que tu me fais de pouvoir le dire, mais l'entrée est totalement libre. Ce n'est pas une annonce commerciale. Donc vous n'avez pas besoin de vous inscrire, vous n'avez pas besoin de payer. Voilà, c'est dans la grande salle, la seule salle de Trouville, donc celle des gouverneurs du casino. Et c'est chaque année de la très très grande géopolitique pendant 2 journées entières. Et là, nous ajoutons une journée, puisque 750 jeunes de première et de terminale vont venir apprendre ce que c'est que réellement, ce que c'est que la géopolitique. Donc les 7e rencontres de Trouville, vraiment, venez, vous êtes les bienvenus. Et c'est le 1er et le 2, où va l'Amérique. Alors effectivement, on va se poser la question de savoir si, entre autres questions, puisqu'il y a 10 tables rondes, si oui ou non,
alors le rebasculement du Sénat en particulier, je ne parle pas de la Chambre des représentants, dans une majorité éventuellement républicaine, c'est pas, il semble finalement que ce ne soit pas totalement fait. Enfin, on verra bien, j'en sais strictement rien, pourrait modifier substantiellement la politique américaine. Moi, je suis de ceux qui considèrent qu'un État objectivement puissant et objectivement bien tenu, dont les institutions, et elles l'ont encore démontré, sont réellement très solides. Je ne parle pas de la déchirure sociale, sociétale, idéologique qui effectivement aujourd'hui existe et prévaut, hélas, au sein de la société américaine. Je parle des institutions. Donc dans un État comme cela, on a affaire à un paquebot davantage qu'à une chaloupe. C'est-à-dire que la politique, et notamment la politique étrangère, dans ses grandes lignes, et la politique économique, là aussi dans ses grandes lignes, dans les fondamentaux, il est quand même extrêmement rare que cela soit modifié par un claquement de doigts. D'abord, entre parenthèses, checks and balances, hein, c'est ce qui caractérise les institutions américaines, c'est-à-dire que c'est extrêmement difficile pour un nouveau président ou pour une nouvelle majorité à la Chambre des représentants ou au Sénat de modifier radicalement ce qui a été fait. Hein. À chaque fois, il faut faire des compromis, et au fond, même Trump n'a pas réussi à aller aussi loin que ce qu'il voulait. C'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs, que ce qu'il voulait faire, et c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres présidents. Donc je ne pense pas qu'on assiste, quel que soit le résultat de ces midterms, et je le dis avec prudence, je ne pense pas qu'on assiste à une modification radicale de la politique américaine. Maintenant, je voudrais aussi revenir sur le découplage nécessaire entre nationalisme et économie de marché. Vous avez des groupes nationalistes ou extrêmement durs, extrémistes sur le plan religieux, qui sont tout à fait libéraux sur le plan économique. Donc, sur le plan politique, on peut être très dur, très fermé, très nationaliste, très raciste, et être tout à fait ouvert sur le plan économique. Prenons par exemple le cas des Ikhwan, les frères musulmans. Bon, sur le plan religieux, idéologico-religieux, ce sont des fanatiques au dernier degré. C'est des gens qui acceptent tout à fait la possibilité de faire, avec à certaines nuances, de faire du business. Les Japonais sont des gens qui sont manifestement restés très rétifs à la possibilité de faire intervenir chez eux une population de travailleurs étrangers, quoi. Ils ne veulent pas se mélanger. Donc, puisque leur taux de fécondité est catastrophiquement bas, on a à peine plus d'un enfant par femme, bon, 1,2, depuis 50 ans, 60 ans, donc on continue à travailler jusqu'à 80 ans, parce qu'ils ne veulent pas se mélanger. Hein. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça du nationalisme ou pas, moi je considère que c'est fondamentalement, sur le plan culturel, l'un des critères de fermeture. Regardez ce qui se passe en Inde. Aujourd'hui, M. Modi, le Premier ministre indien, qui s'affirme tout à fait nationaliste et très conservateur sur le plan religieux, on va dire ça comme ça, c'est quelqu'un qui, sur le plan économique, ne remet pas en cause l'économie de marché. Et l'inverse est parfois vrai, même si en général, dans les démocraties, on est, je crois pouvoir l'affirmer, quand même, a priori, naturellement plus ouvert aux échanges. Mais c'est pour vous dire qu'encore une fois, hein, il y a plusieurs types de fermetures différentes, et le nationalisme, cette volonté extra ou ultra ou mal patriotique, hein, de vouloir rester entre soi, de se fermer et de pointer le doigt sur l'ennemi extérieur derrière une espèce d'horizon bleu des Vosges, en général fantasmé, ce n'est pas nécessairement son existence à ce nationalisme n'implique pas nécessairement une fermeture économique. Hein. C'est ça que je veux vous dire, parce que sinon je pense qu'on risque de faire des confusions. Alors, dernier point, les États-Unis ont, et moi je me félicite de notre amitié, de notre alliance dans le cadre de l'OTAN, moi je n'ai pas de problème avec ça, mais je me permets quand même de vous faire remarquer, je pense que vous le savez, que les Américains ont souvent l'économie de marché à géométrie variable. Hein. C'est-à-dire que, vous voyez, sur l'acier, sur l'aluminium, sur l'avionique, sur l'espace, avec les alliés européens dans les années 80, 90, 2000, comme disent les Jones, ça a faillité, quoi. Hein. Oui, je parle bien comme vous, non, ouais, merci. C'est-à-dire que les Américains sont parfaitement capables d'utiliser tout ce que leur offre cet instrument phénoménalement puissant qu'on appelle l'extraterritorialité juridique, judiciaire, technique, technologique pour imposer leurs propres produits. Alors quand ils accusent un déficit de 310 ou 320 milliards de dollars annuels avec la Chine, ils en sont extraordinairement marris. Oui, en même temps, les Chinois, ça a été très bien dit, ces dernières décennies, et je pense d'ailleurs que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas renverser la table proposée par M. Poutine. Les Chinois ont infiniment
profité. Et je parle bien du Parti communiste chinois, en tout cas à partir effectivement de la révolution de Deng Xiaoping en 1979. Ils ont profité, bien évidemment, du capitalisme mondial, enfin appelons ça comme ça pour faire court, et des échanges. Et à certains égards, le Japon nationaliste en a extrêmement profité aussi. Donc, encore une fois, j'insiste pas, je me tais, mais le découplage entre la dimension politique, ou religieuse d'ailleurs, et la dimension économique de la plupart des régimes politiques. Nicolas Bouzou. Alors, il me semble qu'une antidote au nationalisme, c'est le fait que les gens se rendent compte que ça ne marche pas très bien, que ça ne donne pas de très bons résultats. Et ça explique peut-être d'ailleurs pourquoi, dans les pays dans lesquels les élections sont libres, quand il y a des gouvernements nationalistes qui arrivent au pouvoir, ils ne sont pas systématiquement reconduits. Alors, ce n'est pas le cas dans tous les pays, mais l'exemple des vaccins en Chine est absolument remarquable. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'obsède maintenant depuis un an et demi, parce qu'on voit... Alors même si on a du mal à suivre les statistiques de vaccination en Chine, on arrive quand même à les suivre. Et on voit bien qu'il y a un double problème d'administration des vaccins, notamment chez les personnes âgées, mais problème aussi de l'efficacité des vaccins. Nos vaccins, nous, ne sont pas parfaits, mais on considère quand même, les spécialistes me disent qu'ils sont 2 à 3 fois plus efficaces que les leurs. Donc c'est quand même pas rien. Et donc en effet, on est là dans cette impasse du zéro Covid que les gens voient bien et qui rompt le contrat social. Parce que le contrat social de la Chine, c'était quand même, vous nous parlez de rien, mais en revanche, on vous garantit la prospérité. Là, il n'y a pas de croissance en Chine. Il n'y a pas de croissance, d'accord ? Et le peu de croissance résiduelle de la Chine ne tient qu'à nous. C'est-à-dire que c'est uniquement le dynamisme du marché européen et du marché américain. Donc on a un pays, du coup, dont la politique nationaliste le met dans une... malheureusement, une ironie d'histoire assez classique, mais le met dans une situation d'extrême dépendance par rapport à des zones qui sont ses concurrents stratégiques. Je vous prends un autre exemple, celui du Royaume-Uni. Alors aujourd'hui, en ce moment, on a beaucoup d'actualités, donc on ne peut pas tout suivre, mais vous avez, au moment où je vous parle, un début de crise financière qui nous inquiète énormément au Royaume-Uni, avec crise sociale, crise financière, avec des taux d'intérêt qui sont en train de flamber. En fait, le Royaume-Uni était dans une situation économique compliquée. La nouvelle Première ministre a annoncé, sur fond de déficit très important, une baisse des impôts extrêmement importante. Et là, les marchés, les créanciers disent là, c'est peut-être trop. C'est peut-être trop. Et le pays, alors, il n'a évidemment jamais été dans la zone euro, mais il bénéficie plus d'aucune protection liée à l'Union européenne. Et donc là, il y a un certain nombre de gens qui se disent bon, c'est quand même pas génial. Est-ce que c'est bien raisonnable ? Et vous avez une partie des économistes et des intellectuels britanniques en ce moment, je ne dis pas du tout que ça va arriver, mais qui est en train finalement de se dire mais est-ce qu'on n'est pas revenu à la situation des années 70 où on va faire appel au FMI. Donc, si vous voulez, c'est ça ce qui aujourd'hui est en train de se passer au Royaume-Uni. Et au fond, alors je vais être un peu brutal, mais je vais me couvrir derrière un nom prestigieux pour l'être. C'est pas très étonnant que le nationalisme ne fonctionne pas, notamment dans le domaine économique. C'est une vieille idée, c'est ce qu'on appelait le mercantilisme. C'était, je veux dire, le nationalisme économique, pour vous le positionner sur l'histoire des idées, c'est un peu le Moyen-Âge de l'économie. C'est-à-dire que c'était la théorie économique dominante avant qu'arrive l'âge classique. Voilà. Donc, en théorie, ce sont des idées qui auraient dû disparaître d'elles-mêmes à partir de la toute fin du XVIIIe siècle, disons. Voilà. Donc, c'est un résidu de pensée. Et c'est Mario Vargas Llosa, donc le prix Nobel de littérature, hispano-péruvien, il a la double nationalité, qui explique très bien que le nationalisme est un sous-produit de l'intelligence humaine, et je trouve qu'il a un argument, je trouve incroyablement convaincant. Il dit, mais en fait, il n'y a pas d'œuvre intellectuelle majeure nationaliste. Il y a des œuvres littéraires, bien évidemment, le romantisme, Maurice Barrès, très grand écrivain, penseur affligeant. Donc on peut être les deux. Et il explique bien qu'il y a évidemment de très grandes œuvres intellectuelles marxistes, il y a de très grandes œuvres intellectuelles anarchistes. Pour prendre, je fais exprès de prendre des idées qui ne sont pas les miennes. Il y a évidemment de très grandes œuvres intellectuelles libérales. Il n'y a pas de grande œuvre intellectuelle nationaliste, parce que le nationalisme est une simplification à outrance. C'est ça le sujet. Et c'est une simplification telle, et on en revient à ce qu'on disait au début de notre entretien, qu'elle peut être évidemment très évocatrice. Et donc elle peut toucher des sentiments qu'on a tous, bien évidemment, mais elle n'est pas opérationnelle.
parce qu'elle se heurte au mur de la réalité. Si vous dites les vaccins occidentaux, on n'en veut pas parce que ce sont les vaccins chinois qui sont bons, oui, mais c'est pas vrai. Et donc là, si vous voulez, vous allez vous heurter au mur de la réalité. Quand vous dites le Royaume-Uni a un certain nombre de problèmes, les problèmes de je ne sais quoi, de système de santé, d'immigration, etc. Et quand on va sortir de l'Union européenne, du coup, on résoudra ces problèmes. Vous sortez de l'Union européenne, vous voyez que vous avez très exactement les mêmes problèmes, un peu plus compliqués en réalité. Et donc, vous vous heurtez au mur de la réalité. Alors, je termine quand même en disant que ça nous donne, pour ceux d'entre nous qui sont opposés aux idées nationalistes, ça ne nous dédouane pas de la responsabilité que nous avons et à laquelle nous avons un peu manqué, qui est de proposer des mesures qui soient pour tout le monde. Et évidemment, Frédéric Ancel le disait, en premier lieu pour ceux qui souffrent le plus, mais aussi, et ça c'est très difficile, je trouve, et on le voit bien en ce moment en France, un discours. Parce que les nationalistes ont cet immense avantage, je reprends l'exemple de Donald Trump, c'est qu'ils ont un discours, c'est qu'ils ont un narratif. Vous êtes très simplificateur, mais vous pouvez parler, vous pouvez dire des choses. Et moi, quand j'écoute des dirigeants nationalistes, quand j'écoutais Donald Trump pendant la campagne présidentielle, mais même moi, je me prenais au jeu. Non, mais je me disais, Vous avez voté Trump? Non, mais bien sûr que non. Mais vous voyez, non, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je trouvais qu'il y avait, je ne vais pas en citer, mais il y a vraiment quelqu'un avec qui je m'entends pas du tout dans le champ politique qui m'a fait siffler dans tous ces meetings pendant la campagne législative. Eh ben, je ne voudrais vraiment pas le dire, mais même lui, parce que du coup j'ai regardé les meetings, du coup, eh ben, il y a des moments où je me prenais au jeu, pas sur le fond, mais il y a un truc, quoi, il y a une histoire. Et donc, nous qui ne sommes pas nationalistes, il faut qu'on arrive, et c'est pas facile, hein, à reconstruire un narratif qui soit enthousiasmant, qui soit intéressant. C'était très enthousiasmant, déjà. Merci Nicolas Bouzou, Frédéric Ancel, Philippe Lecor. Alors, on l'avait annoncé, c'est en plusieurs parties, et donc c'est le moment eh bien, des questions du public. L'idée étant, je le rappelle, eh bien, de faire émerger des idées, des échanges, pas forcément de se poser, mais profiter de cet instant avec des gens qui peuvent répondre assez franchement et assez brillamment aux questions qui leur sont posées. Je vous en prie. Par contre, je ne veux pas être filmé si c'est possible. C'était très bien les caméras juste sur les conférenciers. Voilà, merci. Alors, plein de choses super scandaleuses dans ce que vous venez de dire. Vous êtes complètement hors sol, mais j'y reviendrai. Ce que je voulais vous dire, à l'heure où l'État français et la région, etc., se félicitent d'avoir accueilli des réfugiés ukrainiens qui fuyaient la guerre, qui fuyaient les persécutions, notamment à Calais. Pas besoin de faire de retour historique sur ce qui s'est passé à Calais, où cette année, la mairie a ouvert ses bras à des réfugiés ukrainiens. Alors, encore une fois, on sait ce qui s'est passé à Calais. Des expulsions de camps, voilà, des violences policières, etc. Ce que je voulais dire, c'est un forum mondial qui s'appelle Forum mondial pour la paix, où le président de région, qui s'appelle Hervé Morin, qui est co-organisateur du Forum mondial pour la paix, mène une chasse féroce à 2 pas d'ici, à Ouistreham, contre des exilés soudanais. D'accord ? Donc la question c'est, pourquoi, quelle hypocrisie en fait que c'est cet événement d'organiser un Forum mondial pour la paix, alors qu'à 2 pas d'ici, il y a des exilés qui sont dans des conditions désastreuses. Voilà. Bien, merci pour votre question, mais je vous laisserai la poser directement aux personnes concernées, puisque globalement, je m'imagine difficilement et Frédéric Ancel et Philippe Lecor et Nicolas Bouzou maîtriser les dossiers que vous avez évoqués à l'instant. Mais merci d'avoir posé néanmoins votre question. C'est le principe, enfin, qui n'était pas vraiment une question. Je vous en prie. Alors du coup, moi j'ai une question concernant ce que vous venez de dire. Alors je suis un peu intéressé à l'histoire de l'économie de la France après la Seconde Guerre mondiale. Alors on remarque 2 phases très distinctes. Alors, on a la phase après la libération, les 30 Glorieuses, où on avoisine 6% de production, enfin super bien. Après on a la mondialisation
qui a plus ou moins marché en France. Mais aujourd'hui, on remarque un peu un déficit économique français. Du coup, là, je suis en pleine réflexion moi-même et un peu tous les jours, je pose la question, comment bâtir un nouveau modèle français ? C'est-à-dire en prenant base ce qu'on a fait après la libération et en prenant base aussi sur la mondialisation, mais en prenant base aussi sur le nationalisme. C'est-à-dire qu'on est un pays à savoir-faire. C'est très caricatural, mais on a un pays où on a plus de 200 variétés de fromage. Voilà. Et voilà pour les Normands. Et voilà, sauf que ce savoir-faire, on l'a en partie perdu à cause de la mondialisation. Et on a aussi, on remarque une très grande expansion du secteur des services et du coup une très grande diminution du secteur industriel. Mais est-ce que du coup le nouveau modèle français peut se baser sur du coup une nationalisation toujours mondialisée pour avoir une économie plus pérenne ? Voilà, si vous pouvez répondre à cette question. En fait, moi, je suis assez séduit par la référence aux 30 Glorieuses. Alors, je vais même être un peu plus précis. Moi, je trouve qu'il y a eu un moment qui a été très intéressant dans la politique économique de l'après-guerre. C'est le plan Pinay-Rueff de 57, en fait, où l'idée, c'est de dire, en fait, on va avoir une politique qui va être une politique d'insertion de la France dans l'économie mondiale. Donc, on va faire des traités de libre-échange, etc. Et en même temps, on va considérablement miser sur la science, le développement technologique, etc. Alors évidemment, on ne peut pas revenir en arrière, mais je trouve que cette référence est intéressante et on devrait tous l'avoir en tête parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est à partir d'une réflexion de cet ordre-là qu'on peut construire quelque chose d'astucieux. Alors, c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire, parce que en France, c'est toujours très compliqué et on a du mal à voir la cohérence et la visibilité des plans, mais de France Relance à France 2030, en passant d'ailleurs par tout ce que font les régions, on essaie quand même de rebâtir des choses dans le domaine industriel, avec d'ailleurs des premiers signaux dont on peut penser qu'ils sont positifs. C'est très tôt pour le dire, je vais être tout à fait honnête avec vous, mais on voit quand même que par exemple, la France est devenue le premier pays d'implantation de nouveaux projets industriels en Europe. Alors, il faut mettre plein de nuances, c'est des petits projets, plus petits qu'ailleurs, c'est que des projets. C'est-à-dire que malheureusement, parfois, les projets s'arrêtent, mais on a ce signal-là, on voit que l'investissement industriel est bon, on voit que l'emploi est à peu près stabilisé. Mais je crois que ce qui nous manque fondamentalement, et ce qu'on avait là pour le coup, alors je n'aime pas dire que c'était mieux avant, parce que ça n'a absolument aucun sens, puis surtout c'est faux, mais quelque chose qui nous manque aujourd'hui, il faut vraiment qu'on retrouve cet esprit de rationalité scientifique et d'investissement. Vous disiez la mondialisation nous a fait perdre des choses. On a beaucoup de choses qu'on a perdues à cause de nous-mêmes. Alors je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais enfin le nucléaire, typiquement, c'est vraiment l'exemple où vous vous tirez des balles sur vous-même en permanence. Donc au bout d'un moment, ce n'est pas la faute de la mondialisation. Là, c'est... Bon, enfin, on ne va pas refaire les responsabilités parce que ce serait trop long. Donc, moi, je crois que si on se met en tête que la France doit être un pays d'innovation, que ça doit être un pays de technologie, que ça passe par une très bonne articulation entre le public et le privé qui n'existe pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de discours, mais ce n'est pas vrai. Il y a le public d'un côté qui n'est pas très fort au sens qu'il n'est pas très puissant, le privé, mais voilà, on n'en tire pas beaucoup on tire pas beaucoup les conclusions concrètes des manques. Si on se dit ça, il faut vraiment qu'on ait une politique d'investissement, moi je pense qu'on peut parfaitement reconstruire quelque chose et qui fera remonter, puisque c'est ce que vous suggérez, à fort juste titre, moi j'ai toujours partagé ça, la part de l'industrie dans le PIB. Mais ce n'est pas du nationalisme au sens strict du terme. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de fermer les frontières, il ne s'agit pas de dire c'est la faute de l'Union européenne. On peut parfaitement en discuter. Il ne me semble pas que ce soit de ce côté-là qu'il faille chercher des responsabilités et notre avenir. Je le vois plus vraiment dans un investissement très fort dans nos capacités propres. Et puis le fait d'arrêter de tirer sur ce sur quoi on est bon. Enfin, je veux dire, on tape sur l'aéronautique, c'est là qu'on est le meilleur. On tape sur la pharmacie, c'est là qu'on est le meilleur. On tape sur le nucléaire, c'est là qu'on est le meilleur. Au bout d'un moment, le masochisme, ça finit par donner des résultats vraiment négatifs. Oui, je voudrais rebondir sur le dernier mot que vous venez d'employer, le masochisme. Par rapport aux partis politiques dits républicains,
de droite et de gauche, donc des partis modérés, qui ont parfois laissé pendant des années en France tenir le propos quand quelque chose n'allait pas, c'est la faute de l'Europe. Et d'ailleurs, je vous inviterai à rappeler ce que c'est que le principe de subsidiarité. Et vous avez évoqué tout à l'heure, à propos du Brexit, que le Royaume-Uni pensait que tout irait bien grâce au Brexit, et puis ils vont se rendre compte que ça va être exactement le contraire. Quel pourrait être le narratif français des partis modérés, de droite et de gauche, qui pourraient faire le pendant des partis nationalistes qu'on voit monter ici et là, et notamment en France? Je redis un tout petit mot pendant que tu réfléchis. Mais ce qui ira très vite, non, justement. La question était donc bonne. Non, ah oui, la question est fantastique. Non, mais la question est fantastique parce que c'est, à mon avis, c'est le sujet. Je ne peux faire une réponse qui n'est que personnelle. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui tourne autour de l'idée de génie français, vous voyez, et de l'histoire économique de la France, qui est toujours très grande quand la France s'ouvre, en fait. Je parle du point de vue économique, le Second Empire, je parlais des 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses en France, ça a été quasiment les plus brillantes de toute l'Europe. Donc, ça a été extraordinaire, ce qui s'est passé dans les années 50-60. Mais c'était pareil avant la crise de 1880. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, du domaine du génie français, de l'inventivité française, de la créativité, parce que là, vraiment, on est extrêmement fort. Et donc, je pense que ce sont des choses qui ne sont pas du tout des choses excluantes, qui ne sont pas du tout des choses enfermantes, et qui sont des choses qu'on peut valoriser. Et cette idée de génie français, je l'aime bien, parce qu'elle renvoie à quelque chose d'historique, c'est une vieille expression, et en même temps, on voit bien qu'elle peut nous projeter aussi vers l'avenir. Alors, j'en ai parlé, et comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai eu aucun succès. Voilà. Non, c'est une question fondamentale qui n'est pas seulement philosophique, elle est salutaire. Les prochaines présidentielles, c'est dans 4 ans. Mais votre question est totalement centrale et salutaire. Et moi, je pense que les partis républicains et tous les citoyens, en fait, alors pour le coup, vraiment tous les citoyens français, quelles que soient leurs origines, leur appartenance, leur sensibilité, doivent se réapproprier les symboles, le discours, l'histoire, la géographie de la nation française. Je n'ai aucun problème avec la patrie et le patriotisme. Au contraire. Le patriotisme, me semble-t-il, est une valeur cardinale. Parce que ça fait, si vous voulez, vous faites société. Faire nation, ce n'est pas faire nationalisme. Faire nation, c'est trouver, comme disait Renan, qui n'était pas d'extrême droite, qui n'était pas un nationaliste farouche, en 1882, lors de son fameux discours en Sorbonne. Renan, quand on lui a demandé ce que c'était qu'une nation, il a dit plusieurs choses. Je résume, je prends l'essentiel. Il a dit, c'est un plébiscite de tous les jours. C'est très joli. Il ne parle pas de race, de religion, de sensibilité, de couleur de peau. Il ne parle pas du tout de ça. Et il ajoute, un peu plus loin, c'est une âme, un principe spirituel. Il n'a pas dit religieux. Et on peut être spirituel sans être religieux, entre parenthèses. Donc une âme, un principe spirituel, un plébiscite de tous les jours. Génial. Mais ça relève effectivement d'une forme de génie français avec une ouverture qui a fait effectivement, et qui a été la marque des républiques. Des autres régimes, ça après on peut toujours en discuter, sans doute beaucoup moins, mais pour des raisons chronologiques évidentes. Mais la République française doit absolument conserver j'allais dire, toute sa... employons le terme, c'est pas un gros mot, toute sa fierté, quoi, de ce que cet État, cette nation, et beaucoup de ces hommes d'État et femmes d'État ont réussi, et scientifiques évidemment, et naturellement hommes et femmes de culture, ont réussi à faire. Et ce pourquoi on est encore apprécié dans une grande partie du monde. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles une partie des gens extrêmement malheureux dans le monde souhaitent venir, alors bon, en Europe évidemment, mais parfois en particulier en France. C'est aussi pour ça que, entre autres, que la francophonie reste quand même quelque part, pas seulement l'apprentissage d'une langue, mais autre chose, un petit plus, d'une culture, bref, des valeurs. Moi, j'ai toujours été totalement opposé à l'idée qui, à mon avis, est vraiment saugrenue, voire dangereuse, du choc des civilisations. D'abord, je ne sais pas ce que c'est que la civilisation, et en géopolitique, c'est un concept parfaitement foireux. En revanche, le choc des valeurs, ah ouais. Moi, je vous dirais pas ça, ou si, j'espère que je vous dirais ça, j'en sais rien, on fait pas l'histoire, si j'avais pas eu 3 de mes 4 grands-parents qui provenaient d'Europe orientale dans les années 20. C'est-à-dire que, et ils ont été accueillis, à la dure, et en même temps très, les bras ouverts, parce que justement on manquait de bras et de soldats en 23, mes grands-parents sont devenus des bons citoyens, et très vite des bons patriotes. Et je crois pouvoir affirmer que mes parents aussi, moi aussi, et mes gamins, globalement, pour l'instant, aussi. Sauf qu'ils me ramènent des amendes, enfin ça, bon. Donc moi je pense que si on laisse, pour faire très concret, je conclue, si on laisse, comme on l'a déjà fait,
l'hymne national, le drapeau, des termes, des valeurs, des notions historiques, de la géographie, des frontières, un narratif. Un narratif, je veux dire, Clovis, ça vaut ce que ça vaut. Mais pourquoi j'abandonnerais ce narratif au profit d'un narratif luxembourgeois, togolais, chinois, bolivien ou islandais, pardon, pour les 192 pays que je n'ai pas mentionnés? Je vous comprends, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Gardons et soyons fiers de ce que nous réussissons à faire et essayons de progresser ensemble. Et moi, je pense qu'en faisant ça, on coupe, j'espère qu'on coupe et qu'on coupera l'herbe sous le pied à des démagogues, à des ultranationalistes, à des extrémistes qui nous mettent dans le mur. Hein. Et dernier point, promis, hein, je constate avec une délectation ces dernières années que, ça m'est revenu à l'esprit tout simplement pendant mes cours à Sciences Po, que jamais le peuple français n'avait mis au pouvoir par les urnes ou dans la rue un régime extrémiste. Ça, c'est la classe. Ça, c'est la classe. Et ça, c'est toute la force de la République. Faut pas le faire, alors. Philippe Lecor. Moi, je rajouterais juste quelques mots. Je suis d'accord avec 99% de ce qui vient d'être dit. Je crois, pour avoir passé quand même 23 ans à l'étranger, avec entrecoupé, je crois quand même que la France a quelque chose à apporter, d'une part au niveau mondial. Il y a peu de pays, justement, qui ont un narratif, qui ont une diplomatie, qui ont un sens de l'histoire, comme on peut l'avoir. Et aujourd'hui, l'état quand même des forces en Europe, et là, il suffit d'en parler un petit peu avec les fonctionnaires européens, avec les gens qui font marcher la machine bruxelloise pour s'en rendre compte. S'il n'y avait pas la France pour porter les projets, je ne parle pas seulement de la présidence française de l'Union européenne, mais de manière générale, et je ne vais pas faire du pro-macronisme en particulier, mais bon, d'avoir un président qui porte les choses, que ce soit lui ou un autre, c'est très important. Et je pense que, on parlait, Nicolas a beaucoup parlé du Royaume-Uni tout à l'heure. Il est clair que le Royaume-Uni, moi j'y ai passé 5 ans de ma vie, c'est un pays que j'aime beaucoup. Bon, l'europhobie est intrinsèque au Royaume-Uni depuis qu'il avait rejoint en 1972 l'Union européenne. Donc, depuis le début, il y avait la moitié des gens qui voulaient en partir. Bon, donc ça a fini par se faire. Et ceux qui ont emporté le morceau, par exemple Boris Johnson, qui a été un Premier ministre exécrable et démagogue, il a menti aux gens en leur disant que son pays n'avait que des inconvénients à faire partie de l'Union européenne. Eh bien, c'est faux. Parce que, justement, le Royaume-Uni avait énormément d'influence en Europe. Et donc, en France, on ne dit pas ça. En France, on ne dit pas trop qu'on a de l'influence, mais on en a. Et je pense que les Français doivent être fiers de ça. Je pense que c'est un atout que les Britanniques, bon, peut-être parce qu'ils sont britanniques, parce que c'est une mentalité insulaire, pour tout un tas de raisons, ils n'ont pas acheté le message européen, mais même si le résultat était quand même assez ric-rac, on ne peut pas dire le contraire, et il n'est pas exclu que dans 50 ans, ils reviennent d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas, je le souhaite en tout cas, mais en tout cas en Europe, heureusement, on est fiers de faire partie de l'Europe, mais je pense que là, pour le coup, le gouvernement français a raison d'insister sur cette appartenance et ce rôle de leadership qui est presque naturel et qui est de plus en plus évident, à mon avis, dans le contexte multipolaire qui est celui d'aujourd'hui, avec un pôle européen qui doit absolument exister face à la dictature chinoise, la dictature russe, les Iraniens, la Turquie, la Corée du Nord, le Myanmar, et j'en passe. Question suivante. Il nous reste quelques minutes à passer ensemble. Oui, donc pour moi, j'espère que vous répondrez à ma question, parce qu'il y a une question qui a été posée en premier, à laquelle vous n'avez pas répondu. Et je pense que c'était un tort, parce que c'était une question qui traitait des êtres humains, donc qui n'ont pas eu beaucoup de place jusqu'au début de la conférence débat. Donc en l'occurrence, pour moi, la montée des nationalismes, elle vient d'abord à ce qu'on a créé une circulation de l'argent au-delà des frontières, une circulation transnationale de l'argent, et pas une circulation des êtres humains, et notamment des êtres humains qui fuient les guerres, le racisme et les persécutions. Je déclinerai sur 3 points. D'abord, au niveau européen, on a créé l'espace Schengen, qui est de plus en plus fermé. Et ça, ce n'est pas que les partis d'extrême droite qui l'ont fermé. La droite l'a fermé aussi. Et au travers de l'espace Schengen, en plus, on a créé Frontex.
Et Frontex, je citerai qu'un point, ce qu'on appelle les pushbacks, c'est-à-dire que les bateaux qui sont repoussés en mer Méditerranée. Vous faisiez tout à l'heure, Philippe Lecor, référence aux 27 morts du Covid par rapport à la répression en Chine. Ok, ça c'est lamentable, on est tous d'accord. Les pushbacks faits par Frontex sont des milliers de morts en mer Méditerranée, de personnes, encore une fois, qui fuient la guerre, le racisme et les persécutions. Après, j'en viendrai, la deuxième déclinaison, c'est au niveau de l'État français. Je vais aller très vite. La loi Asile et Immigration a été promulguée, la loi dite Collomb, il y a 4 ans. C'était déjà une loi à charge contre les immigrés. Si vous la lisez, elle fait 13 pages. Il n'y a rien de bon pour les exilés. Là, le gouvernement a un projet de loi sur l'immigration qui va aller encore plus loin, qui va renforcer, qui favorisera les expulsions, notamment en rendant quasiment impossible les voies de recours. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, un exilé qui aura fui la guerre, le racisme et les persécutions, qui fera une demande d'asile, elle sera rejetée par l'OFPRA. Hein, et ben, normalement, il avait encore une chance, il pouvait faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile notamment. Là, il n'aura quasiment plus de voie de recours, il sera quasiment expulsé immédiatement. Ce projet de loi sur l'immigration, deuxième point, va durcir le droit du sol. Et là, on est en train de commencer par l'essayer sur Mayotte, comme on fait tout le temps, parce que c'est très loin, c'est le département le plus pauvre. On fait aussi des essais dans les dom-toms, ça veut dire que ça arrivera aussi après dans l'Hexagone. Troisième point, au niveau local, ça a été posé dans la première question. Moi, je voudrais bien que vous y répondiez. Parce qu'on entend Hervé Morin, c'est sous l'égide quand même du Conseil régional de Normandie, le Forum mondial pour la paix. On entend Hervé Morin faire des très bons discours auxquels on peut souscrire, notamment pour l'accueil des Ukrainiens, des Ukrainiennes. Nous, on y est favorable. Mais dans le même temps, son comportement local, il est quand même sur une troisième procédure où les 3 premières demandes ont été rejetées devant le tribunal administratif, devant le Conseil d'État, devant le tribunal judiciaire de Caen. Ça fait 15 mois qu'il n'arrive pas, au travers de son poste de président des Ports de Normandie, dans lequel il a les pleins pouvoirs, il n'arrive pas à prouver que Port de Normandie est propriétaire d'une parcelle sur laquelle est installé le campement des exilés de Ouistreham. Ce sont des Soudanais, vous parliez tout à l'heure, M. Ancel, à juste titre, ce sont des personnes qui viennent du Darfour. S'ils retournent au Darfour, ils sont en danger de mort. Et Hervé Morin et Port de Normandie s'acharnent sur ce campement des exilés pour absolument les expulser de ce lieu de vie où les associations, les différents collectifs peuvent intervenir. Si ce lieu de vie est expulsé, ils retourneront à la situation de départ il y a 5 ans, c'est-à-dire ils seront disséminés dans Ouistreham. Ce sera une catastrophe pour eux. Donc ma question est, est-ce que cette espèce d'hypocrisie, de différenciation entre le traitement des exilés, cette espèce de schizophrénie de certaines personnalités publiques, c'est-à-dire qui publiquement font des beaux discours et derrière sur le terrain, en fait, ont une toute autre attitude. Est-ce que c'est pas ça qui fait monter les nationalismes ? Écoutez, la question est visiblement valable puisque des gens applaudissent. Après, la question est très locale et il se trouve que sur ce plateau, je le regrette. Non, mais quand je vous dis ça, oui, à Schengen, bien sûr. Vous êtes en train de me parler aussi de la politique locale et de me demander, donc là-dessus, c'est ce qui fait d'ailleurs que la première question, j'y ai pas répondu. Eh ben, on pourra répondre de Schengen, mais sur cet aspect-là de la question, vous comprendrez naturellement que je sois en difficulté pour répondre à une question sur un dossier que je ne maîtrise pas. C'est pourquoi j'ai invité votre voisin, naturellement, à en parler directement. Ouais, à en parler directement aux personnes qui sont en mesure de lui répondre. Concernant Schengen et les projets sur l'immigration, c'est aussi... Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut y répondre, Frédéric Ancel sans doute, mais c'est une schizophrénie. La vision de l'immigration, c'est considéré comme régulièrement, effectivement, comme un côté schizophrène de la vie politique, en réponse, c'est comme ça que c'est présenté, au nationalisme, c'est en tout cas comme ça que c'est présenté. Peut-être qu'effectivement, ça peut se discuter. Frédéric Ancel, visiblement, vous vouliez répondre à cette question. Absolument pas, mais je vais le faire quand même. Voilà. Non, parce que c'est vrai, parce que je ne suis pas un spécialiste. Mais il y a une chose que je retiens de votre question, qui d'abord est infiniment plus polie que celle de votre camarade. Donc là, j'accepte de répondre. L'hypocrisie.
L'hypocrisie européenne, oui. Manifestement, en matière d'immigration, lorsqu'on donne 6 milliards d'euros à M. Erdogan, pour ne pas... Oui, parce qu'on est hors sol et consternant, ben non, dans ce cas-là, je ne réponds pas. Mais vous ne l'avez pas dit, donc à vous, je réponds, parce que vous avez été courtois et poli. Donc le terme d'hypocrisie, je pense qu'il s'applique. Je pense qu'il s'applique à l'Union européenne. Je pense qu'il a été notamment scandaleux que l'Union européenne propose en réalité plusieurs milliards de dollars à M. Erdogan pour établir pour qu'il l'empêche en réalité, pour qu'il s'abstienne de mettre à exécution sa menace, c'est-à-dire d'envoyer, mais bien d'envoyer par la force, 3,5 millions de réfugiés syriens sur le continent européen. Je pense que c'est hypocrite, et sur le fond, sur la forme, et sur le fond, je suis de ceux qui pensent que 450-460 millions de personnes au sein de l'Union européenne, au regard de la puissance économique, financière, organisationnelle de l'Union européenne, devraient être capables d'accueillir plusieurs millions de réfugiés. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je pense que, la France doit pouvoir rester souveraine sur ses choix migratoires. Le Canada, c'est quand même pas une dictature violente, quoi. Le Canada a plutôt très bonne réputation en matière de droits de l'homme. Je vous remercie. Le Canada a une position, mais je devrais dire même une posture, mais alors tout parti confondu, sur l'immigration qui est extrêmement claire. Nous avons besoin de bras, par conséquent, nous allons faire venir des gens du monde entier. Nous choisissons, non pas évidemment en fonction de la race, de la couleur, de la religion, mais en fonction des capacités des professionnels, quoi, et d'un certain nombre de zones, en privilégiant, c'est vrai, et moi je pense que ça on devrait le faire, en privilégiant ceux qui, à dossier égal, entretiennent le plus de risques le plus dans leur pays d'origine. Là-dessus, je vous rejoins, je pense. Mais rester souverain de ce point de vue-là, du point de vue français, mais aussi du point de vue européen. Et là, on a un vrai problème. C'est que quand vous parlez d'immigration aux Polonais, aux Baltes, aux Hongrois, aux Tchèques, aux Slovaques, aux Roumains, aux Bulgares, je crois que j'ai fait presque tous les pays d'Europe centrale et orientale, mais c'est un niet total et absolu. Or, il se trouve que, à mon avis à tort, mais c'est comme ça. Or, il se trouve qu'on a un fonctionnement, on ne va pas en parler maintenant, mais je le dis vraiment d'un mot, parce que c'est un peu compliqué, mais c'est très casuistique, mais le fonctionnement de l'Union européenne, il est quand même relativement démocratique. Je veux dire, entre États, entre eux. Autrement dit, pour certaines décisions, il faut l'unanimité, pour d'autres décisions lourdes, comme celles liées aux flux migratoires, il faut une majorité qualifiée. Bah là, pour le coup, on ne l'aurait même pas. On ne l'aurait pas. Voyez, donc je pense que oui, il y a hypocrisie, oui, il faut toujours laisser la porte ouverte potentiellement à ceux qui risquent le plus. Là-dessus, je suis d'accord. En revanche, je pense qu'on ne sera pas d'accord. Je pense que la France doit absolument pouvoir rester souveraine quant à ses choix migratoires. D'accord. Je vous en prie. D'accord. On m'entend ? Oui, non, bon, peut-être. C'était juste une question. Bon, ça n'a plus de rapport maintenant qu'il y a eu l'autre question, mais je me demandais comment est-ce que vous imaginiez le patriotisme en France, alors qu'il n'y en a pas vraiment, sans que ça tombe dans l'extrême. Voilà. Qu'on soit conscient des défauts de notre pays sans pourtant le détester. Voilà. Super question qui fait suite... Je ne suis pas un faillot, je suis sincère quand je dis super question, qui fait suite à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que tout l'équilibre de l'humanisme correspond à ça. Être pro-domo, c'est-à-dire assumer, y compris d'ailleurs les pages noires de l'histoire, je veux dire, y compris ce qui ne va pas, et tenter d'essayer d'y apporter une réponse ou d'éviter que ça se reproduise lorsqu'on a fait des bêtises. Bon. Je assumais cela, en être fier, tenter de le promouvoir, sans basculer dans la stigmatisation de l'autre, avec un A majuscule. Et quand je dis l'autre en pointant mon index vers l'extérieur, ce n'est pas forcément l'autre au-delà des Vosges, c'est l'autre ici. Et tu vois bien où je veux en venir. C'est-à-dire effectivement le racisme et les ségrégations et la stigmatisation, qu'elles soient sociales ou qu'elles soient ethniques, religieuses, etc. Donc l'équilibre, il est, me semble-t-il, extrêmement difficile. Je pense que ceux qui y parviennent sont de véritables humanistes. Et par ailleurs, je pense que tu te trompes, et j'en suis très heureux de penser que tu te trompes. Je pense qu'il y a un véritable patriotisme en France. Alors, on ricane souvent de la puissance française, on ricane des capacités financières, organisationnelles, commerciales, que sais-je, françaises. Ouais,
Maintenant, ce que je constate, c'est que le défilé du 14 juillet, qui est quand même un peu mili-mili, même si maintenant il y a des infirmiers et tout, enfin, ça reste quand même un défilé militaire, est le seul, vous m'entendez bien, là je sais de quoi je parle, le seul à continuer d'être organisé et très suivi, physiquement, mais aussi à la téloche. Et le seul à être organisé dans toutes les démocraties. Il n'y a pas une autre démocratie au monde qui organise des défilés militaires annuels et a fortiori aussi suivis. J'ai un deuxième critère et je me tais. Quand tu vas dans les librairies, et je pense que tu les fréquentes assidûment, et au Salon du Livre, ce qui marche le mieux, demande aux libraires, demande aux éditeurs, là aussi je suis un tout petit peu de là, ce qui marche le mieux, c'est entre autres types de bouquins, bon, les romans, d'accord, Musso, d'accord, sympa, mais je veux dire, comme bouquin sérieux, ce qui marche le mieux, c'est les biographies historiques. Et alors en France, tu fais un bouquin sur Bonaparte, tu fais un bouquin sur De Gaulle, tu fais un bouquin sur Jeanne d'Arc, la nation sous Jeanne d'Arc, enfin, faut voir, bon, c'est vraiment les prodromes, hein, bon, etc. Ou sur des batailles. Bref, ce qui concerne la France, ça marche. Tu fais un bouquin sur l'Europe, tu t'assois dessus. D'ailleurs, personne n'en veut parce que l'éditeur a perdu du fric. Et je le regrette, mais c'est comme ça. Et dans d'autres secteurs, c'est comme ça. La France est plébiscitée, la patrie, la nation au sens humaniste du terme, la République continue d'être plébiscitée sur la plupart des critères ou des paramètres tangibles sur lesquels on peut s'appuyer. Moi, encore une fois, je viens des États-Unis et j'ai quand même, en tant que Français vivant aux États-Unis, eu de nombreuses discussions avec des collègues et des amis américains. Et ils sont toujours surpris par le masochisme français, c'est-à-dire que... Alors, ils sont un peu critiques sur certaines politiques françaises, l'histoire du voile, etc. Ça passe très mal aux États-Unis. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais par contre, ils ne comprennent pas qu'on soit aussi... conflictuel vis-à-vis de nous-mêmes, parce que souvent, quand même, j'ai eu cette phrase: vous avez un modèle qui fonctionne, vous avez compris beaucoup de choses au niveau sociétal, au niveau économique, au niveau politique, vous avez un système politique qui tient à peu près la route, etc. Et on a un peu de mal à le vendre, et surtout à s'en convaincre nous-mêmes. Donc parfois, on est obligé d'aller à l'étranger pour avoir des gens. D'ailleurs, ici, vous avez beaucoup d'Américains en Normandie. Hein. Parlez-leur. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent? Alors, ils viennent pour l'histoire, mais ils viennent aussi parce que la France, ça les touche. C'est un pays qui les touche. C'est une démocratie. Il ne faut pas qu'on laisse la démocratie à Erdogan et à Xi Jinping. On a des choses à montrer. Hein. On a un système, on a des élections. On a des élections régionales même, on a des élections nationales, et honnêtement, je pense que... Ah, je ne sais pas, moi. Bon. Bon. Ben, c'est mieux que de ne pas en avoir, non? Parce que sinon, en Chine, il n'y en a pas. Hein. D'accord. Mais en Chine et en Russie, il n'y en a pas. D'accord. D'accord. Soyez. Vous êtes la honte du journalisme. Vous êtes la honte du journalisme. Oui. Vous êtes pour la suppression de tous les postes de fonctionnaires. Vous ne voulez plus que cette service public. C'est vous qui créez les nationalistes. C'est vous qui créez. Dehors des gens comme vous. Dehors. Dehors le signe et la police. Dehors des gens comme vous. Vous êtes la honte. J'espère que ça va au transcrit sur les chaînes publiques comme RFI. Ce que vous présentez, c'est de la merde. Vous avez des liens avec une high school, une business school. Vous venez nous parler du nationalisme, mais c'est de la rigolade, vous parlez que de fric, vous parlez que de la circulation d'argent, vous ne parlez pas des êtres humains. Mais c'est lamentable. Vous êtes là, on vous faites pitcher. Vous
me faites pitié, vous me faites gerber. C'est la gerbe des gens comme vous. Moi, je suis pour l'exil. Solidarité avec les exilés du monde entier. Solidarité avec les exilés du monde entier. Solidarité avec les exilés du monde entier. Bon, ouais, je crois qu'on va y aller. Alors, il reste des questions. On va rappeler quand même que l'idée, c'était une discussion, un échange d'idées. Et on avait rappelé que c'était censé se faire dans le respect des uns et des autres, sachant que jusqu'ici, on avait été plutôt respectueux, ce me semble. Comme il y a encore des questions et que nous sommes respectueux, nous allons écouter ces questions. Alors, qui conserve le micro? Voilà, il arrive, voilà. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. J'avais hésité à intervenir parce que je ne sais pas si je trouve toujours les mots pour traduire très précisément ce que je veux dire et c'est un peu confus. J'ai eu le sentiment qu'on essayait d'éluder un peu le sujet qui passionnait, je crois que les réactions le montrent, passionnait un peu la salle et j'ai le sentiment intéresse quand même les gens. J'ai le sentiment que quand on veut parler de nationalisme et de savoir si le monde se referme, on regarde toujours ailleurs. C'est-à-dire on cite la Hongrie, on cite la Turquie, on cite la Chine, on cite les États-Unis, et on oublie un peu de se regarder. Et je le dis parce que ça me préoccupe très fortement, à titre personnel. On a quand même eu des élections législatives au printemps qui nous ont montré que les nationalismes en France étaient montés, voilà, pour reprendre le mot du titre. Et je le regrette fortement. Pour autant, j'ai eu le sentiment qu'on ne voulait pas en parler. Vous voyez, et du coup, on provoque, et là encore, la façon dont les gens réagissent ne doivent pas être cautionnés, mais à force de regarder ailleurs et à ne pas regarder chez nous, pourquoi est-ce que ça monte chez nous ? Je ne dis pas que j'ai des réponses, mais je crois que ça mérite de s'interroger là-dessus. Pourquoi est-ce que chez nous ça monte ? Pourquoi est-ce que les gens n'ont pas le sentiment d'être écoutés ? Je suis d'accord avec le fait qu'on a des élections et des élections libres. On a des taux d'abstention qui sont faramineux depuis 25-30 ans. Et on n'a pas de réaction à ça. On sait bien que tous les soirs d'élection, on va dire « Oh là là, l'abstention, c'est encore la victoire de l'abstention ». 48 heures après, tout le monde a oublié, et l'élection d'après, c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas se regarder ? Qu'est-ce qui fait que la montée du nationalisme, chez nous, on ne le voit pas ? Ou on l'occulte ? On en parle un peu, j'exagère, on en parle un peu, on le sait, ils sont là. Pour autant, on a eu 1h30 de discussion intéressante, extrêmement intéressante, mais la France, on l'a oublié. Pourquoi est-ce que chez nous, en France, on a des nationalistes aussi forts que ça et ils s'expriment mal? C'est clair et net, ils s'expriment très mal. À vous entendre, j'avais à un moment l'impression que, je ne sais pas comment le dire, que le nationalisme en France, il avait de beaux jours devant lui. Monsieur nous a posé la question d'un narratif sur l'Europe, et la réponse qu'on lui a apportée, c'était le génie français. Je ne doute pas qu'on ait un génie français, mais finalement, est-ce que ce n'est pas déjà dépassé, ça ? Est-ce qu'on ne devrait pas déjà passer à une étape d'après ? Je suis plutôt assez fier de mon pays, assez fier d'être français. Pour autant, je me pose la question, est-ce qu'on n'est pas déjà en retard d'un wagon ? Est-ce que ça... C'est peut-être un peu violent comme façon de poser la question, mais est-ce que ça a encore du sens de se la poser de cette façon-là ? Est-ce que de répondre la France, la France, la France, à un moment de l'histoire où peut-être que le concept de nation, il faudrait le revisiter. J'adore la façon dont Ernest Renan parle de la nation quand il nous dit que c'est un vouloir vivre ensemble, mais est-ce qu'on va encore y arriver à ça ? Est-ce qu'on a encore un narratif qui va nous permettre de parvenir à ce vouloir vivre ensemble ? C'est délicat, c'est compliqué, c'est tout ce qu'on veut. Mais voilà, je pense que pour moi, le cœur du sujet, il est là, et j'ai le sentiment que le nationalisme monte parce qu'on n'arrive pas à le regarder en face et qu'on n'arrive pas à lutter contre lui en posant des mots et chercher un narratif qui va répondre sur le même terrain que les nationalistes.
c'est peut-être déjà avoir perdu la bataille. Il faut peut-être, je sais pas, hein, c'est des réflexions que je vous livre comme ça, mais peut-être que ce narratif, il est déjà dépassé, parce que ce terrain, il a été trop longtemps abandonné, et que d'essayer de le regagner, c'est peut-être une bataille qui est déjà perdue et qu'il faut voir ailleurs. J'aurais juste une suggestion. On n'a pas entendu parler environnement, on n'a pas entendu parler climat. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire de ce point de vue-là sur un narratif qui viendrait fédérer les gens avec cet horizon-là? Est-ce que justement, on n'a pas une carte à jouer là-dessus? Et là encore, hein, je fais que proposer des pistes, et très humblement, parce que je n'ai pas de réponse, mais voilà, il m'a semblé que c'était ça qui nous manquait. Alors, est-ce que ça nous a manqué et est-ce que ce narratif doit être accompagné? Moi, je dirais vraiment, je ne me sens pas vraiment compétent pour répondre. Je ne suis pas ni un homme politique, ni un spécialiste de la société française. Mais si vous voulez, selon moi, encore une fois, j'ai passé de nombreuses années à l'étranger. Mais si vous voulez, contre le nationalisme, il n'y a qu'une chose qui marche, c'est la démocratie. C'est-à-dire que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on met en avant. Moi, je sens, si vous voulez, pour être revenu récemment, je sens une prise de conscience de ces problématiques climatiques, réchauffement climatique, environnemental, nutritionnel, sanitaire. Je sens une autre France. Je vois quelque chose de différent. C'est l'avantage de revenir, si vous voulez, quand vous avez été longtemps à l'étranger comme moi. Mais en même temps, je vois aussi ces nationalismes et cette démagogie. Je ne la vois pas qu'en France, je la vois en Italie, par exemple. Demain, il y a des élections. Je ne vais pas reparler d'un autre pays étranger. Vous allez me dire, on parle trop de l'étranger, mais c'est un petit peu notre tasse de thé, si je peux dire, autour de cette table. Donc, si vous voulez, je pense qu'on a des choses à mettre en valeur. Alors, les solutions miracles, vous savez, dans un monde de crise comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Mais par contre, on a des institutions qui fonctionnent, on a des entreprises, on a des citoyens. On en a eu un exemple, un peu exagéré, mais quand même. On en a un autre exemple beaucoup plus modéré avec vous, sur des sujets qui me semblent particulièrement prégnants, et notamment l'environnement, mais il y a aussi l'éducation. Je pense que les jeunes, ici, pareil, moi c'est la première fois que je viens, apparemment il y avait des centaines de lycéens et d'étudiants ici toute la journée. C'est formidable, c'est l'enseignement, c'est le civisme, toutes ces choses-là. Ce sont des choses positives à mettre en avant que les nationalismes, je suis désolé, les nationalismes, qu'est-ce qu'ils ont à offrir aujourd'hui? À part de la démagogie et à part faire filer les déficits. Je voudrais ajouter d'un mot l'extrémisme de manière générale. Le monsieur n'est pas un nationaliste, c'est quelqu'un qui professe des idées d'extrême gauche. L'extrémisme, c'est dangereux. L'extrémisme, le fanatisme, qu'il soit d'extrême gauche, d'extrême droite ou évidemment religieux lorsqu'on parle de religion, de toute façon n'apporte que du malheur. Alors là où votre question se pose absolument, et je vais répéter très humblement et sans doute de manière insuffisante ce que j'ai dit tout à l'heure, ne pas laisser une république qui se respecte. Je préférais la république à la démocratie. Je veux dire, la république, elle est de nature démocratique, mais ne confondons pas les deux. La république, c'est un régime précis, avec ses lois, ses règles, son histoire, son organisation. La démocratie, c'est une nature politique qui permet à M. Hitler d'arriver au pouvoir en janvier 1933. Bon, bah moi, ça ne me parle pas. Donc, lorsqu'il y a tension très forte entre les deux, par exemple, lors d'une phase terroriste, comme dans les années 2010, je privilégie le régime. Mais parce que je sais qu'il est de nature démocratique. Bon, et ça, c'est une parenthèse que je ne referme pas. Parce que je poursuis. Me semble-t-il, la République française doit absolument respecter ce qui est au frontispice de ses institutions et de son préambule social. Je suis, mais vraiment pas d'extrême gauche. Hein. Simplement, je pense que la désespérance sociale mène effectivement à l'abstention, qui est une manière quelque part extrême, pas violente naturellement, mais extrême, de se retrancher, de dire quelque chose, de dire qu'on n'est pas content, pour pouvoir se maintenir et pour pouvoir dire aux citoyens, c'est pas parfait, la République n'est pas parfaite, la démocratie c'est pas parfait. Ok, mais regardez, vous voyez bien que c'est quand même meilleur, et surtout c'est en phase de progression permanente. Bon. Maintenant, quand vous dites, mais je pense que vous pointez le doigt sur la qualité d'une classe politique. Engagez-vous, comme disait Astérix de l'armée romaine. Engagez-vous.
Le citoyen engagé, je pense que vous l'êtes, le citoyen engagé sur le plan associatif, sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan, que sais-je encore, je veux dire, c'est humanitaire, est un citoyen qui, me semble-t-il, dispose, enfin qui choisit, pardon, les voies de la puissance, qui choisit, c'est honteux ce que je suis en train de dire, qui choisit l'instrument qui va lui permettre de faire progresser les choses dans le sens qu'il souhaite, davantage que celui qui dit bon, puisque c'est comme ça, de toute façon, ça ne sert vraiment à rien de voter. Bon, encore une fois, je ne mésestime pas et je ne stigmatise jamais aucun votant, ni un votant qui a voté pour des partis extrêmes. Lui, je ne le stigmatise pas. Je stigmatise l'homme ou la femme politique qui va jouer sur les pulsions les plus mauvaises, sur les faiblesses les plus intrinsèques de l'homme et parfois sur le fait que son ventre est relativement vide. Et moi, en républicain, je ne veux pas de cette désespérance sociale. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est facile, parce que l'argent, ça ne pousse pas, hein. Et là, je pense être assez pragmatique pour pouvoir dire qu'il faut créer des richesses. D'où la valorisation du savoir. La valorisation du savoir. Bernard Maris, qui était un bon copain, qui était assassiné, comme vous le savez, à Charlie, quand je le faisais intervenir à Sciences Po, il disait aux étudiants, ne choisissez jamais la rente. Jamais, ne soyez pas rentier. Et moi, en tant que géopolitologue, je le dis évidemment pour les États. Jamais de la rente. Toujours essayer de créer quelque chose de plus et de mieux, qui va d'ailleurs apporter. Toujours essayer d'aller de l'avant. Et je pense que c'est l'un des fondements, mais je dis ça avec force et vigueur, de notre République et de notre démocratie. C'est pas parfait, le reste est 1000 fois pire. Nicolas Bou. Ouais, je voudrais dire deux choses par rapport à votre remarque. La première chose, c'est que ça a été très bien montré par Jérôme Fourquet dans l'Archipel français, dans son livre suivant. Les croyances des Français sont de plus en plus fractionnées et ça rend extrêmement difficile le fait d'avoir des narratifs globaux, en fait. Et les gens qui sont engagés en politique, qui font des campagnes électorales, nous le disent bien. Ils nous disent bien qu'en fait, chacun vient avec ses attentes qui parfois peuvent être contradictoires et donc c'est beaucoup plus difficile de tenir un discours général aujourd'hui que ça ne l'était sans doute il y a 20 ou 30 ans. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est que je ne suis pas sûr que la crise de la démocratie, qui est claire, hein, il suffit de prendre les chiffres d'abstention, on est entièrement d'accord. Mais là aussi, je crois que c'est Pierre-Henri Tavoyot, encore une fois, qui avait fait un remarquable papier là-dessus, qui montrait qu'on faisait toujours comme si c'était une crise de la représentativité. Or, il n'est pas évident que ce soit une crise de la représentativité. C'est peut-être aussi, et je dois dire que je suis assez séduit par cette idée, une crise de l'efficacité. C'est-à-dire que beaucoup de gens se détournent de la politique parce qu'ils ont l'impression, en fait, je schématise là encore à outrance, mais que ça ne sert à rien de voter, quoi, que leur vote finalement ne va pas infléchir les choses dans un sens ou dans l'autre, et donc il faut mieux rester chez soi. Alors les élections locales échappent un peu à ça, on sait très bien que les maires sont très populaires, etc., mais c'est intéressant, c'est parce qu'ils font, et parce que ça se voit. Quand vous refaites l'urbanisme d'une ville, ah bah là, ça plaît pas, mais au moins, ça change. Voilà. Et donc là, on voit qu'il y a... Mais au niveau national, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et donc, je trouve que la réflexion générale aujourd'hui est beaucoup plus orientée vers ces questions de représentativité. Donc, en effet, on fait les conventions citoyennes, etc., avec des succès divers quand même. On voit bien qu'on n'a pas encore trouvé le... Mais en plus... Je me demande si on ne fait pas fausse route, quoi. Je me demande si, au fond, le problème n'est pas ailleurs. On va bientôt conclure, mais on ne va pas vous mettre à la porte sous la pluie. On a un cœur. Donc j'imagine, et d'autant que juste après, vous pourrez aller à la Tente Librairie où vous retrouverez Frédéric Ancel, où vous pourrez enchaîner. Mais voilà, mais peut-être qu'une autre question pourrait se faire jour. Elle pourrait être traitée par l'un de nos trois invités, ou les trois à la fois, vous voyez. Merci. Je veux savoir, qu'en est-il du régionalisme en France? Parce que dans les années 70, on parlait beaucoup du régionalisme breton, basque, etc. Qu'en est-il aujourd'hui et est-ce que vous pouvez faire un lien entre le régionalisme et le nationalisme? Merci. Alors, je vais laisser... Je suis le moins spécialiste de cette question-là sur le plateau, mais je pense que ce lien existe. Par exemple, la Catalogne, on parle de nationalisme catalan, vraiment. Il se trouve que c'est un endroit qui m'intéresse beaucoup et je lis pas mal de choses là-dessus et je lis pas mal de livres ou d'articles d'indépendantistes catalans. En fait, vous retrouvez, mais très exactement, les arguments de n'importe quel nationalisme, en réalité.
le régionalisme en France a été à la fois fort et très légitime du fait de l'écrasement culturel et linguistique notamment voulu, il faut bien le reconnaître, par la République, et notamment par la Troisième. Hein. Elle n'a pas eu d'humour là-dessus. Hein. Donc le régime craignait énormément le syndrome de la Vendée, 1793. Et pour écraser toute velléité politique séparatiste, puisque l'État français, depuis Hugues Capet, mais je vous en fais grâce, hein, est un État extrêmement centralisé et qui s'est toujours représenté comme très puissant. L'État français a plusieurs caractéristiques intéressantes. Il est très ancien, il est très centralisé et il se veut très puissant. Et bien sûr, gallican puis laïque, c'est une autre question. Donc on a eu très peur des régionalismes et donc on a broyé les langues locales et certains militants locaux. Du coup, dans les années 70, ça ressort, mais ça n'est jamais ressorti de manière extrêmement violente. Regardez ce qui se passe effectivement en Espagne. Alors en Belgique, c'est pas violent, mais enfin sur le plan électoral et institutionnel, c'est quand même, ça n'a rien à voir. Peut-être même que l'Écosse prendra sa dévolution, enfin c'est déjà fait, mais son indépendance demain, et on a affaire à d'autres régionalismes. Alors est-ce que c'est du régionalisme? Parce que si l'Écosse devient indépendante, ils vont vous dire, mais attendez, on est une nation, on n'est pas une région seulement. Donc là, on a une sémantique à préserver. Je pense que c'est aussi, quelque part, une victoire du message républicain. Au fond, les Bretons, alors les Basques, bien sûr, les Alsaciens, avec l'Allemagne, et le modèle ou l'exemple allemand qu'ils ont vécu, subi. Est-ce que ces gens se sont dit collectivement, à certains moments de l'histoire récente ou contemporaine, ça serait mieux seul ou ça serait carrément mieux au sein d'un autre État? Jamais. 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 La réponse, elle est là. Je ne dis pas que je m'en félicite, je ne suis surtout pas nationaliste, je suis patriote, mais je veux dire, et très républicain, vous l'avez compris, mais je comprends infiniment le besoin de reconnaissance et ce sentiment d'avoir été quand même très humilié, notamment sur le plan linguistique, et néanmoins, je constate très objectivement que ces régions n'ont pas quitté le giron républicain français. Et je ne parle pas de l'État, je parle bien de la République, parce qu'en 1788, déjà 89, Strasbourg, on ne parlait quasiment pas du tout français. Hein. L'alsacien, qui est une langue, comme vous le savez, qui n'est pas très très latine, a choisi, pour des raisons, j'allais dire civiques, politiques, a choisi plutôt la République qui était en train, et la Révolution, puis la République qui était en train de se constituer. Écoutez, vous voyez, c'est intéressant. Bon, après les Bretons, je ne sais pas avec qui ils auraient pu. Et sur les Bretons, là vraiment, je te laisse savoir. Mais le cas basque est intéressant parce que le cas basque, regardez comment ça a tapé de l'autre côté des Pyrénées. Là, on avait vraiment un sentiment national extrêmement fort, et je pense qu'il est toujours face à une Espagne qui était perçue de manière, alors globalement plutôt négative. Ça n'a jamais été le cas du côté français du Pays Basque. Oui, moi je voudrais dire juste un mot sur les Bretons et sur les grands Bretons, parce que effectivement, vous avez d'un côté une Bretagne qui est une des régions les plus appréciées de France, on peut dire, à tout point de vue, qui a une forte identité et qui a une identité linguistique, avec, comme vous savez, des écoles bilingues, etc. Mais une revendication nationaliste extrêmement faible, alors qu'il y a eu l'armée révolutionnaire bretonne, tout ça. Enfin, on n'entend plus du tout parler de ces gens-là. Ça reviendra peut-être, mais en tout cas, le régionalisme, semble-t-il, a plutôt bien marché avec la Bretagne, même si c'est une région un peu petite, à mon avis. Parallèlement, vous avez les Grands Bretons, donc le Royaume-Uni, où vous avez là un problème. C'est qu'il y a une Angleterre avec 55 millions d'habitants, et puis vous avez l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, et peut-être même la Cornouaille, avec des identités complètement différentes. Et donc c'est l'exemple d'un royaume qui n'est pas uni, contrairement à son nom. Et donc avec effectivement un très fort nationalisme écossais, puisque le référendum, il y a quelques années, n'était pas passé loin, et il pourrait très bien y en avoir un dans pas longtemps. Les Gallois, ils voulaient supprimer le titre de prince de Galles, le pauvre prince William, et les Nord-Irlandais, ils ne demandent qu'à une chose, c'est rejoindre la République d'Irlande. Donc si vous voulez, voilà. Moi je trouve qu'ici, en France, on a relativement bien géré les choses. C'est là-dessus qu'on va devoir conclure, car les dieux de la pluie nous ont accompagnés et désormais, visiblement,
c'est en train de se calmer. Merci à vous de votre fidélité. On fera sans doute un débat sur les régionalismes et on fera le point sur le régionalisme normand peut-être lors d'un prochain forum. Merci à vous et merci à vous trois d'être intervenus avec nous. Merci à vous de votre fidélité et de votre assiduité. Merci beaucoup.